Salut, bienvenue sur le stream, c'est Off South Sport, bien sûr ton rendez-vous de chaque lundi à partir de 16h30 et on est ensemble pour 1h30. On va parler de sport, les traits sont tirés, il y a de la fatigue mais ils ont fait l'effort. Ils sont tous autour de cette table, la Dream Team bien sûr de la First Team nous rejoint et notamment les deux tauliers, ceux qui sont entrés de Marrakech il y a seulement quelques heures et comme à la douane ce matin, ils ne pourront rien, absolument rien déclarer concernant ces 72 dernières heures. Erwan et Tom bien évidemment, salut les gars. Ça va Manu ? Vous avez pris les couleurs les mecs hein. Ouais, écoute, il a fait beau, 21 degrés, on est dans le désert et tout, c'est régalade. Et puis on a pu parler de foot aussi avec les Marachis, les habitants de Marrakech du coup, et on a appris plein de trucs. Ouais. Avec surprise, on a appris que l'équipe de Marrakech était en deuxième division, au bord de descendant national, et gérée par des voleurs. Pour reprendre les mots des gens du cru, on était un peu surpris qu'une si grande ville, et une si belle ville avec un nouveau stade monstrueux, 60 000 places, n'est pas une équipe digne de ce nom, cette équipe qui a quand même un passé assez historique. Donc voilà, on a parlé foot là, avec des Marocains qui sont fans de foot évidemment et de sport. Grand fou de foot avec ce derby, c'est le Raja contre à Casablanca, là, le Raja contre, j'oublie la deuxième équipe, mais dites-le nous bien évidemment dans le chat. Mon troisième, lui, n'était pas à Marrakech, il était à Nantes ce week-end. Preuve que dans cette émission, on peut passer de la belette au petit beurre, il n'y a qu'un pas. Monsieur Polo Harrer, c'est bien sûr un jeu de mots et on n'a pas dit le vrai mot parce que sinon on serait interdit en fait. Ça va très bien Manu, ouais, très bien. Pareil, beau week-end, bien ressourcé. Actualité sportive pas folichonne, mais on vous a trouvé plein de trucs à raconter, donc on va quand même se régaler. T'es quand même pas allé voir le FC Nantes ce week-end hein, Non, j'ai beaucoup pris le tram, la ligne 1, je sais pas si tu es Erwan qui va jusqu'à la Beaujoire, mais je ne suis pas jusque là. Par Saint-Claude ou pas? Saint-Claude? Ça ne me dit rien, Tom. Tu connais pas par Procès, le parc de Procès? Non, je suis passé par Commerce. Commerce. L'île de Nantes, l'île de Versailles, Erwan, ça te parle, l'île de Versailles aussi. Le hangar à bananes, tu l'as fait? Le hangar à bananes aussi, au bout de l'île de Nantes, très sympa aussi. Et manger chinois là-bas, parce qu'il y a un chinois à volonté. T'as fait la zone commerciale de Saint-Herblain aussi? Et quand t'arrives à la gare, t'es à côté de l'ancien Marcel Sopin. Enfin, tout à fait. Juste à côté. Qui est devenu un musée d'ailleurs, ils ont gardé qu'une tribune. Oui, et bah ça, je suis passé devant. Je suis passé devant en voiture. C'est un super truc à faire si vous savez tout. Du côté de Nantes. Exactement. Enfin, mon dernier était comme moi bloqué à Paris et mon petit doigt me dit qu'il est passé du côté de Marcoussis. C'est monsieur Joseph Ruiz de Bureauval, de Petit Bureau, de roue libre, de la Petite Roue. Un homme sérieux en tout cas, toujours derrière un bureau apparemment. Exactement. C'est l'impression que ça donne. Salut Joseph. Derrière, ça me va. Comment ça va Joseph? Ça va très bien, effectivement. Ouais, ce week-end, je suis passé au Stade de France, notamment effectivement pour voir France-Argentine. Tu y étais? Et bah oui. Tu n'as pas mis beaucoup de stories. Somme en face, somme déclaré. Normal, je gérais notamment les réseaux sociaux du Midi Olympique pour tout dire. C'est pour ça que je pouvais pas trop publier sur mon compte. Mais oui, je suis content d'être avec vous. En plus, j'ai besoin de me détendre et de parler sport parce que je viens de passer 1h30 pour faire République Levallois en voiture. Donc je suis très heureux de voir qu'il n'y a pas Anne Hidalgo ici. Ligne 3 direct, qu'est-ce que tu prends? J'étais obligé, j'étais en voiture, j'ai pas eu le choix. J'avais des trucs dans mon coffre et je pouvais pas les prendre. Quand t'as dit de République à Levallois, je me suis dit, ça y est, c'est un anti-vax qui nous a en manie. T'as des trucs dans le coffre, il est temps que tu trouves un CDI, que t'arrêtes les go fast. Le programme de cette émission, le sommaire, bien sûr, les news et l'actualité de ce week-end. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de sport et on profite de ta venue, bien sûr, Joseph, pour parler rugby. Le rugby qui sera à l'honneur dans la perf de la semaine. Le 15 de France a battu l'Argentine. Est-ce que pour autant dans le contenu tout était bon? Ça, la réponse elle viendra de ma gauche, bien sûr, avec notre ami Joseph Ruiz. Le dossier de la semaine, le grand débat autour de Neymar. La vraie question, est-ce qu'il est cramé, les gars? Pas de réponse tout de suite, on prendra le temps bien sûr d'y répondre tout à l'heure. Le mot de Tom aussi également qui sera consacré bien sûr au génie brésilien. S'est-il perdu? Est-il oublié? Sera-t-il de retour un jour? On ne le sait pas. Mais bref, nous, on va tout de suite attaquer, je vous le disais, avec les news de la semaine. Ce qu'on a gardé de ce week-end de sport. C'est tout de suite, bien sûr, House of Sport. C'est parti pour 1h30. La première news, les amis, on va parler de tennis. C'était bien sûr le Masters 1000 de Paris-Bercy. Je me retourne vers toi, mon Polo, parce que Novak, expert de nombreux sports en tout cas. Novak Djokovic qui s'est imposé au Masters 1000 de Paris-Bercy. Une finale assez accrochée, pendant laquelle l'ami Novak est monté en puissance, on peut le dire. Ouais, c'est exactement ça, Manu. Déjà, c'était très cool pour le Rolex Masters Paris. On sait qu'il change beaucoup de noms, ce Masters, BNP Paribas, Rolex. Le Haribo Masters. Et pour le coup, voir une finale numéro 1 mondial contre numéro 2 mondial, la revanche de la finale de l'US Open, on se souvient, on avait quitté Novak Djokovic en pleurs, lui qui avait l'occasion de faire le super grand chelem, enfin le grand chelem du calendrier avec les quatre grands chelems, comme son nom, comme les quatre grands chelems. Si, c'est ça.
super grand chelem avec les 4 grands chelems. Voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est un grand chelem ou pas? C'est la quatrième fois du quatrième grand chelem pour réaliser le super grand chelem. Voilà, ça c'est dit. Et pour le coup, ça faisait une finale un peu bizarre avec un Djokovic au début de match qui avait l'air en dedans, un peu dilettante, qui sourit avec le public, qui fait des acrobaties, pas le Djokovic qu'on a l'habitude de voir. Il se fait malmener par un Medvedev sur la lignée de sa très belle semaine. On se dit que la finale, un peu comme à l'US Open, va être très courte. Et puis, il y a un revirement de situation. Deuxième manche, un Novak Djokovic qui commence à serrer le jeu, qui passe plus de premières balles face à un Medvedev qui, lui, commence à sentir le poids aussi de cette semaine. Physiquement, il a plus de mal à renvoyer les balles. On sait que c'est sa force. Moins précis, moins fort sur le service aussi. On sait que c'est l'une de ses forces. Et voilà, Djokovic qui, petit à petit, avec de l'alternance, notamment beaucoup de services volés, 36 montées, 27 réussites, 75% de réussite sur le service volé, a mis en difficulté grandement Medvedev et a trouvé même peut-être pour la suite des axes pour essayer d'empêcher le Russe qui a le profil d'être vraiment de prendre la suite, en tout cas en termes de classement ATP, la suite du trio magique. Cette saison, c'est son plus gros challenger, c'est ce que Djokovic bien sûr, il a dit. Ouais. Comme je te dis, il l'a battu à l'US Open, il l'avait humilié même à l'US Open. C'est le mot on peut l'employer. Ouais. Et Djokovic en pleure, etc. Et donc là, c'est une belle revanche pour Djokovic, du coup, qui l'emporte 4-6, 6-3, 6-3, et qui remporte, je crois que son sixième victoire à Paris. C'est un record aussi, donc bravo Sam. Alors son objectif avant la finale, c'était bien sûr d'assurer la première place à l'ATP sur l'année civile 2021. C'était officiel avant la demi-finale. Il est assuré de terminer numéro 1 encore cette année, Novak Djokovic. C'est une très très belle année pour le. C'est une très belle année. Il bat Pete Sampras. Il bat Pete Sampras, donc c'est la septième année qui termine. Arrêté de jouer, moi, Pete Sampras. Septième année qui termine numéro 1 au classement ATP. Il bat Pete Sampras qui détenait un peu le record. Mais pour Djokovic, ça a été déjà dur de se remettre de l'US Open. Il s'est déjà bien remis en place, mais il a encore un objectif, c'est le Masters, le fameux Masters à Turin. Maintenant, parce que le Masters est à Turin, on le sait pas forcément. Ceux qui ne suivent pas le tennis assidûment. Du 14. Celui qui était à Londres, c'est ça? Il était à Londres, il a été en Australie aussi, il était en Chine aussi. Et du coup, c'est du 14 au 21 novembre. Il aura l'occasion d'égaler Roger Federer qui a 6 victoires. Il en est à 5, lui, mais il ne l'a plus gagné depuis 2015, le Masters. Il veut manger des records. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant dans cette finale, c'est le mental. Ouais. On sait qu'au tennis, le mental, il est tellement important quand très vite, même si tu domines ton sport, un mec en particulier peut vite rentrer dans ta tête. C'est ce que Medvedev avait fait à New York, pour l'empêcher en plus symboliquement de faire le 4/4 sur l'année. Et finalement, il se le refade quelques mois plus tard. Il perd le premier set. Et c'est pas grave dans sa tête. Il arrive tactiquement, Polo l'a dit, à trouver la faille. On a l'impression que même dans les rares fois où il perd, ça lui sert pour la suite à devenir plus fort. C'est très compliqué la suite pour les adversaires de. Ce qui est parti faire pipi après. Non, mais voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'avait pas le comportement habituel. Je te dis, je pense que son objectif cette semaine, c'est vraiment d'assurer cette première place au classement ATP. Il arrivait vraiment détendu dans cette finale. Vraiment, je te dis, limite à faire des blagues avec son clan pendant le premier set, faire des pirouettes. Il lançait sa raquette, il la rattrapait. Donc c'était un match d'exhibition. Il a raté d'ailleurs. Il a raté en plus. Il n'arrêtait pas de sourire alors qu'il était en train de se faire un peu botter sur le premier set. Mais il a su se remettre d'aplomb. Je pense que ça peut peut-être un peu perturber aussi un Medvedev qui s'attendait pas à le voir comme ça. Medvedev très fatigué, mais un Djokovic qui mentalement trouve toujours la ressource supplémentaire pour aller battre ses adversaires, quels qu'ils soient. Il y a un public parisien toujours aussi discipliné, on va dire. Toujours. C'est le mot parfait. Il y avait des mecs cuits quand même dans les tribunes. Il y a l'arbitre qui a demandé qu'un place équipe pour les sortir. Et au moins, il y a une ambiance au Rolex Paris Masters. Tu vois, il y a un truc qui se passe comparé à Roland Garros où j'ai l'impression que c'est un peu vide, feutré, toujours plein, toujours plein. Les places sont pas très chères. Les places sont vraiment pas très chères et il y avait des places tout au long du tournoi. C'est vraiment intéressant. C'est hyper agréable. Et t'as toujours les têtes d'affiche qui sont là aussi. Les têtes d'affiche, ouais. Et après, t'avais pu aller voir. J'ai vu quoi? J'ai vu Djoko, le Federer, t'as vu. Federer, Djoko, j'avais vu. Ouais, Federer, Djoko. Donc, tu vois ce que je te dis. J'ai vu Team Nishikura, un truc comme ça. D'accord. Je sais plus. Bref, je m'étais régalé. Moi, le tennis en vrai, j'en avais pas vu beaucoup et c'est un sacré spectacle. En plus, à Bercy, t'es vraiment proche du terrain, c'est bonnard. Alors, jeudi, il y a eu beaucoup de déçus parce que justement, Djokovic devait affronter Gaël Monfils. Gaël Monfils était forfait. C'est l'occasion de vous parler d'un super livre qui vient de sortir, La Bible de la loose du sport français, bien sûr, des copains de la Fédération française de la loose et préfacé par un autre copain, il faut le dire, Thibaut Pinot, qui intervient dans ce préface pour un méritant, on va dire, un méritant qui mérite d'être aussi. Il a fini
fini sa préface ou pas, Thibaut? Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça parle beaucoup de tennis, hein, comme on l'aime, bien évidemment. Il y a toute une partie sur la Formule 1, moi, qui m'a passionné, mais allez choper ce super bouquin aux éditions Marabout. Voilà, c'était l'occasion d'en parler, puisqu'on parle de tennis parfois aussi dans cette émission. Je me retourne vers toi, Tom, parce qu'il faut parler de foot avec une légende qui revient dans un club historique, c'est Xavi, nouvel entraîneur officialisé par le FC Barcelone. Il a été présenté aujourd'hui à 13h au Camp Nou. 1 millier de personnes étaient présentes. Xavi qui a dit, le président, Laporta, qui a dit, c'est un jour historique pour Barcelone. Bienvenue, Xavi. Alors, on rappelle, le Barça, 9e de son championnat, 2e de son groupe de Ligue des Champions. Est-ce que tu y crois, toi, Xavi? C'est une bonne question. Il est un peu tôt pour répondre. On se rappelle que lorsque Ronald Koeman est arrivé au Barça, Xavi n'avait pas accepté. Il y avait une possibilité pour qu'il vienne. Il avait refusé à l'époque puisque la situation était dramatique économiquement et du point de vue du football. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé et que depuis, Messi est parti. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est le retour d'une légende du club et on sait que ce club-là adore voir ces légendes sur le terrain devenir entraîneur. Évidemment, on pense à Luis Enrique et à Pep Guardiola. Il y a beaucoup de travail, un énorme chantier à venir, une équipe à reconstruire, une 9e place, tu l'as dit, en Liga. Donc le but, c'est quand même de se qualifier en Ligue des Champions chaque année et que, ce début d'année, absolument, ce début d'année est compliqué. Ils sont 2e de leur groupe de Ligue des Champions avec le Bayern, le Dynamo et le Benfica. Ils ont 6 points en 4 matchs, donc tout est encore possible. Maintenant, j'aime moi ce genre d'histoire. Alors oui, le Barça n'est plus le grand Barça qu'on a connu ces 20 dernières années, clairement. Il n'empêche que voir l'émotion de ces légendes revenir avec le public, 1000 personnes pour un entraîneur, ça n'a aucun sens. Normalement, tu viens voir Dembélé qui rate un jongle, mais pas Xavi qui... Un public qui quand il est arrivé à l'OM, il y avait 10 personnes. Ripoll à Lorient, c'est que de la famille. Un public qui n'a fait que insulter le PSG, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on connaît cette rivalité PSG-Barça a pris une ampleur de ouf ces dernières années. Maintenant, il y a carrément des chants anti-PSG lors de l'intronisation du coach. Ça n'a plus aucun sens. Moi, tout ce que je vois, c'est que le karma s'est bien chargé du Barça ces dernières années. Bref, en tout cas, c'est vrai que ça va être intéressant de voir. J'ai aimé la déclaration qui dit que c'est un grand club. Attends, je l'ai même noté. Le Barça est un grand club, oui d'accord. Mais comme club. Nous sommes le meilleur club du monde et le Barça a besoin d'exigence. On ne peut pas perdre ou faire match nul. Ici, il faut gagner. Merci de tout mon cœur. Vive le Barça et vive la Catalogne. Il vient avec des ambitions. Est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? C'est une autre question. Il paraît qu'il aimerait recruter un ailier et c'est Raheem Sterling qui revient très souvent dans les rumeurs. Donc il y a évidemment les chantiers sportifs, mais en prenant Xavi, tu gagnes du temps pour Laporta. Tu te retires de la pression aussi. Tu gagnes du temps et tu t'en donnes. Parce que faut arrêter là, tu prends pas un coach pour finir la saison champion. Solskjaer, sur le marché, c'est dommage. Mais je crois qu'ils se donnent du temps parce qu'avec Xavi, je pense que déjà ça va calmer un peu les supporters. Et puis ils vont se donner du temps. Faut pas se tromper. Messi est parti, c'est un club qui est endetté terriblement. Il va falloir du temps pour retrouver un grand Barcelone. Ce qui est bien, c'est qu'avec Xavi, il va puiser dans la Masia et quand il est parti du Qatar, tu sais que les mecs étaient très émus parce qu'il les a fait jouer. Moi j'ai vu 2-3 images, il les a fait jouer au foot, ça part de derrière, ça joue au ballon, le tiki-kata, tout ce qu'il aime. Comment tu dis? Le tiki-taka. Apparemment. Faut pas le dire trop vite. Voilà. Et du coup, le tiki-kaka, c'est autre chose. je pense qu'il faut pas attendre de un Barcelone qui dans 2 semaines, 3 semaines. Mais personne n'attend ça. Mais toi, tu connais les gens. Après, Messi, il arrive dans un football où les gens veulent que ça. Tu connais les gens aujourd'hui. Mais les gens ont le droit d'être intelligents et d'accepter ce truc. Donc tu connais les gens aujourd'hui. Il n'empêche que quand tu prends ce gars-là, tu peux aussi prendre en compte ce qu'il va dire. Il a raison de parler de victoire et d'ambition. Toute sa carrière est liée avec des grandes victoires. Donc ce serait dommage de dire on va jouer le maintien. Évidemment, on ne sait pas ce qu'on attend, mais il n'empêche que cette équipe a tellement de. Il y a du taf de ouf. Non, mais en fait, il n'y a rien en place. Il y a très peu de certitudes. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il arrive avec l'idée de jouer au foot, c'est ce que tu viens de dire. Admer, il peut pas faire autrement. Il sait pas faire autrement. Il ne sait pas faire autrement. Tu as raison. Donc, est-ce que les résultats vont venir avec du jeu, en tout cas une construction intéressante? Ça, on aura quelques semaines pour le dire. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il voulait vraiment venir. Il y avait une clause de départ de 5 millions d'euros avec le club d'Al-Sadd. Eh bien, le Barça a payé la moitié. Il ne voulait pas payer les 5 millions. C'est lui qui a payé la deuxième partie. Il a payé 2,5 millions. On arrête un peu aussi avec ce cirque Ronald Koeman qui correspondait en rien ni à l'identité de jeu du Barça, qui ne s'est pas fait accepter par le public ni par le club. Pourtant, c'est son deuxième passage. C'est quand même un mec qui a compté tout. Mais c'était une solution par défaut. On sentait bien que l'histoire, elle se finissait, elle pourrissait un peu avec Ronald Koeman. On avait presque l'impression que lui-même, il s'est
plus vraiment où il allait. Et là, on a besoin de d'un Barça plus fier et on sent là qu'avec cette arrivée, il y a un nouveau projet. Et le football européen a besoin d'un Barça fort. Je vois dans les commentaires, certains disent la patience, vous connaissez pas Xavi le Barça. Mais moi aussi, on connaît Xavi le Barça, mais il n'empêche que vous le vouliez ou non, il va falloir du temps pour remettre le Barça sur les rails. Ah oui. Moi, je suis pas persuadé que d'ici 3 mois, le Barça puisse devenir un favori pour gagner la Ligue des Champions. Ou alors, ça serait une histoire incroyable. Et on se dit tout de suite. Ou alors il se met sur le terrain. Voilà. À son âge, je suis pas sûr. Mais le chantier, il est monumental. Alors oui, quand t'es Barça, on fantasme toujours. Mais souvenez-vous United, quand Sir Alex s'en va, derrière c'est compliqué et c'était pour d'autres raisons. Donc moi je pense qu'il faudra du temps, mais ça va être très cool de voir ce Barça se reconstruire avec Xavi. C'est ça la vraie bonne info. Et quelque part c'est gagnant pour les deux parce que non seulement Xavi a besoin de temps aussi parce qu'il a une expérience d'entraîneur mais quand même assez récente. Le FC Barcelone de toute façon n'a pas d'argent aujourd'hui pour recruter et refaire une squadra, donc ils vont devoir faire avec la formation. Et bizarrement moi ça me rappelle un petit peu l'arrivée de Guardiola où justement dans les années de crise en Espagne où il n'y avait plus d'argent, il fallait faire avec des nouvelles idées et notamment c'est à ce moment-là que à Barcelone on a sorti des jeunes, on a fait des recrutements malins et derrière ils ont monté l'une des plus belles équipes de ces dernières décennies. C'est leur savoir-faire, c'est leur manière de fonctionner. C'est dans leur ADN. Ils s'étaient un peu perdus nos amis à mettre des chèques en blanc. Surtout pour les Français. Oui. En général, Français et Coutinho. Voilà. Et dire que les Français à Barcelone, ça a rarement très bien marché. Je voyais dans le Richard Dutruel quand même. Christian Val. Fred Déhu, fantastique. C'était pas mal aussi. Il y a eu une mécompréhension dans le chat. Beaucoup se sont inquiétés de voir Xari partir à Barcelone. C'est bien Xavi. Xari sera sans doute dans le récap après cette émission. Ne vous inquiétez pas. Double casquette apparemment pour Xari. Le buteur. De retour à Barcelone, on ne savait pas qu'il était passé bien sûr par Barcelone. Xavi, donc nouvel entraîneur du Barça, ça nous emmène sans lien, parce qu'il y a aussi un grand club de basket du côté du FC Barcelone. Parlons un petit peu de basket là, Erwan, avec la Betclic Elite, enfin avec Erwan et Thomas. On va parler des 5, forcément en vue du All-Star à la fin de l'année, des 5 Français, du 5 étrangers. Mais parlons quand même un peu des résultats de la 7e journée, les gars, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Je ne sais pas si on a un petit... Ouais, dis-moi. Il y a eu 2 choses importantes, c'est que les 2 grands favoris se sont fait cueillir. Exactement. Alors, l'Asvel a perdu de 3 points à Paris sur Lanterne rouge du Paris Basketball, qui était donc dernier avant une belle victoire 3 points gelés, le résultat là je l'ai 82-79. Donc bravo pour Paris Basketball. Et puis Monaco qui, comme ils avaient fait le voilà quelques semaines, s'est fait détruire à Bourg-en-Bresse qui était un petit peu en galère et donc qui se sont fait bien ouvrir. J'ai le score juste là sous les yeux, je vais vous le donner. Peut-être. Va-t-il trouver Lunettes, monocle. Non. Il est là 88 à 60. Julien, ça. 25 points. Il change des couleurs, mais les scores en vert. Des surligneurs. Il n'empêche que donc ça nous fait comme d'habitude un 5 français, un 5 monde. Mais avant de vous faire ça, vous avez déjà vu l'All-Star Game français? Oui, vous avez déjà allé à Bercy? Non. T'as jamais vu en vrai? Accord Hotel Arena. En vrai, non. T'as déjà vu toi? J'ai vu des vidéos la semaine dernière. Ah bah tiens, on te met une note de vidéo. Allez, regarde, ça ressemble à ça. C'est le 29 décembre à Bercy. Your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Treat you like I'm else, so let it go. Eeny, money, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Treat you like I'm else, so let it go. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Treat you like I'm else, so let it go. Le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena et restez bien connectés au réseau de la First Team parce qu'on va vous faire gagner des places. J'ai une petite question pour toi. Il y a une critique très souvent sur les événements français qu'on partage autour de cette table. C'est le constat de dire que les Américains savent gérer l'entertainment et nous beaucoup moins bien. Est-ce que ça, c'est pas le All-Star Game n'est pas le meilleur contre-exemple à ce constat? Si, nous on l'a fait plusieurs fois et c'est chaque fois franchement un spectacle très très réussi et cette année ça devrait pas manquer, ça devrait pas déroger à la règle. Justement donc le All-Star 29 décembre, il faut voter pour des joueurs et justement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 novembre sur le site de la Ligue, le nouveau site très bien réalisé de la LNB, vous pouvez aller voter pour un joueur français,
un joueur étranger et ainsi peut-être voir vos joueurs préférés. Donc le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena dans les équipes. Il n'y a qu'un match ou est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a qu'un match, il y a des animations. Un concours de tir à 3 points, un concours de dunk, ce qu'on appelle le concours des meneurs. Même si aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui le fait. Donc allez sur le site pour voter. Et donc justement, pour voir peut-être les futurs All-Stars de cette 7e journée, on va commencer avec, je crois, le top 5 français ou top 5 monde. Thomas, voilà. Avec les Français, c'est très bien. Axel Julien, dans la très belle victoire, je viens de le dire, 88-63, j'avais le score évidemment en tête. Axel Julien, 14 points, 13 passes, 24 dévals, c'est un double-double de très haut niveau. Notre ami Johan Bégarin, il a eu un début de saison difficile. Notre ami drafté par les Celtics cette saison, il a été très bon et très précieux dans la victoire face à Las 15 points, 6 passes, 18 dévals. Il y a un Thomas en transition qui a tourné sur les réseaux. Bravo, Nobel Bongokolo, on le présente plus, 19 points, 7 sur 9, 21 dévals. Et le Valois, toujours leader du championnat de France. Alexandre Chassang, 21 points, 8 sur 12, 24 dévals. La classe pour lui, qui a eu un choc d'ailleurs avec un petit jeune Armel Traoré qui a une petite commotion cérébrale, on pense à lui, qui est toujours l'observation, on espère que ça va aller. Il a de sacrées épaules le Chassant. Ah ouais, il est gaillard. C'est impressionnant. Et puis Yanis Morin, le Strasbourgeois, 12 points, 7 rebonds, 21 dévals, et la SIG Strasbourg, troisième ex-aequo de ce championnat. Ça marche très bien pour la SIG. On va voir le 5 monde, et là aussi il y a beaucoup de jolis noms. On commence avec Brandon Taylor, victoire face au Portel, dans un match pas vraiment serré, 100 victoires, 101-58, on le voit, 24 points, 27 dévals pour lui. Chris Warren, l'ancien Nanterre, désormais Orléans, sous les consignes de Germain Constano, 27 points, 9 passes, 30 dévals, bravo tonton. Ensuite, on a Darin Cowens, victoire face au Mans avec Cholet, 94-88 et des stats très solides. Chris Horton, lui, Nanterre, a perdu, mais a sorti quand même un gros match. Il mérite sa place dans ce 5. Et Miralem Alilovic de Boulogne-le-Valois, lui aussi un bon match dans une victoire facile, 105-71 face à Chalon. On a une petite pensée quand même pour l'Américain du Paris Basketball, Kyle Holman, 21,8 rebonds, 4 passes décisives, 25 dévals. On voulait souligner quand même cette énorme victoire du promu Paris Basketball. C'est bien que Paris, comme ça, fasse un gros coup. La lutte pour le maintien va être compliquée. Et ce genre de victoire, ça donne du baume au cœur pour la suite. Exactement. C'est une très très bonne chose pour le Paris Basket, bien sûr, que l'on suit et dont on vous donnera des nouvelles dans cette émission. On vous rappelle également, tu l'as fait, mais je le redis bien évidemment, les 5 All-Star France et les 5 All-Star Monde qui ont reçu le plus grand nombre de désignations, comme vous le faites sur ce plateau chaque semaine, seront automatiquement sélectionnés pour ce All-Star Game. Et comme tu l'as très bien dit, vous pouvez voter, vous, chez 25. Vous, pour un joueur français, un joueur monde, donc vote du public sur lnb.fr, c'est ça. Et c'est jusqu'au 25. Et le 26, il y a un jury qui déterminera, un jury d'experts qui déterminera le 5, les équipes monde et l'équipe frère. Tu voterais pour qui, l'air? Vous êtes dans le jury, les gars, rassurez-moi. Moi, je serai dans le jury le 26, on vient de m'appeler aujourd'hui pour m'annoncer la belle nouvelle. Vraiment, moi qui ai raté ma carrière, je prends vraiment ma revanche en tant que journaliste. Merci pour ce petit mot basket. Tu avais une autre news dont tu voulais nous parler, pardon. C'est la grève à Bayonne. Ça m'a un petit peu interloqué. Ça se passe pas chez les garçons, c'est dans le rugby, ça se passe chez les filles. Les filles de l'AS Bayonne, donc, qui sont en grève. Elles ont refusé ce week-end de jouer face au Stade Toulousain. Alors pas les garçons, on aurait compris qu'elles veulent pas jouer contre les garçons. Elles auraient été un petit peu déséquilibrées. Non, c'était chez les filles. Donc elles ont refusé en Coupe de France de jouer contre le Stade Toulousain pour dénoncer leurs conditions de travail. C'est quand même assez rare dans le sport de voir ça. On sait, Joseph, que le rugby féminin est en train de se professionnaliser, va vraiment vers l'avant, sauf à Bayonne où les filles ont voulu vraiment mettre un petit peu voilà, quand on fait grève en général, on sait pourquoi on veut le faire. Coup de pied dans la fourmilière. Voilà, un petit peu pour dire qu'il n'y avait pas assez de coach, de prépa physique, de salle de muscu, même si elle voudrait peut-être travailler avec un préparateur de l'aviron bayonnais, ça se fait Bien sûr. Quand on a 2 clubs dans une même ville. La réponse des dirigeants cinglante, ce sont des caprices de princesse. Voilà, je ne vous cache pas, j'ai lu un article, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je voulais mettre en avant quand même, parce qu'on est dans une mission omnisport, des filles qui ont le courage de faire grève, parce que je pense que c'est pas rigolo quand tu es une sportive professionnelle de pas aller jouer, mais quelque part ça montre aussi peut-être qu'il se passe des choses pas très cool à Bayonne. Ouais, déjà en préambule, je dirais qu'effectivement tu as raison, le rugby féminin est en pleine expansion et surtout en France, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, les Françaises là viennent de détruire les Sud-Africaines ce week-end. Et ce problème-là, à Bayonne, c'est hyper courageux ce qu'elles font. Elles ont 14 blessés, c'est impossible de jouer, les instances ne leur laissent... Elles sont dernières du championnat. Voilà, elles prennent aucun plaisir à faire ce qu'elles font et on ne leur laisse
aucun mot aussi pour exprimer ce qu'elles ressentent. Et ça dénote un problème beaucoup plus global, c'est que certains clubs lancent des équipes féminines pour en gros se faire bien voir, mais derrière ne donnent effectivement pas les moyens pour que les filles jouent normalement au rugby. Et cette équipe de Bayern, c'est un exemple parfait parce que quand elle a été lancée, elle a formé énormément d'internationales, notamment certaines qui aujourd'hui sont en équipe de France. Et quand ces filles sont parties là, il n'y a pas eu de suivi dans le projet. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, elles fassent grève et c'est vraiment hyper courageux de leur part. Et c'est d'autant plus énervant que c'est dans une ville, alors je vais enfiler les lieux communs, mais c'est dans une ville comme Bayonne qui vibre et qui vit pour le rugby, où il y a de nombreuses jeunes filles aussi qui jouent au rugby. C'est un peu moins commun, par exemple, en région parisienne ou dans d'autres régions en France. Et c'est d'autant plus dommage si, justement, ils ne donnent pas l'impulsion et c'est pas eux qui donnent l'exemple à ce niveau-là. Merci d'avoir parlé courage de CNews. les filles, en tout cas. Exactement. Bon courage aux filles et merci d'avoir parlé de CNews. Comme quoi, on ne parle pas que du Barça dans cette émission et des grands clubs et des grandes compétitions. On a aussi, bien sûr, un pas mot. Trop vite, un débat Neymar. Tu fais bien et d'autant plus qu'on va ouvrir une petite page Formule 1 aussi également pour refermer ces news. Je vous demande pas les gars si vous avez regardé le Grand Prix parce que je pense qu'à Marrakech la culture F1 elle n'est pas peut-être pas aussi développée. Oh attention, t'as déjà conduit dans Marrakech parce que moi dans Pilote j'en vois pas. En Grande-Bretagne ou dans des pays on va dire tu vois où c'est. Ils ont une vraie culture sport. Hein. Ah bah bien sûr. Nous aujourd'hui nous ont parlé basket tout ça et tout et pas que NBA donc non. Ouais. Bon, alors hier, il y avait un Grand Prix du côté du Mexique, où ça vibre en tout cas pour la Formule 1. C'est tout récent, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Il y a une vague comme ça d'amour pour le sport automobile, mais surtout pour la Formule 1 qui était considérée comme un sport d'Europe. Bref, la parenthèse est refermée. Et hier, c'était un petit peu triste, les amis, parce que tu sais, depuis le début de la semaine, enfin de l'année, on dit qu'on vit une saison historique, on dit qu'il va y avoir du suspense jusqu'à la fin du dernier Grand Prix. Et hier, on a tous pris un peu une petite gifle parce qu'il n'y a eu aucun suspense dans la victoire de Max Verstappen, qui a fait le plus dur en passant dès le premier virage. Il a joué un bien vilain tour aux deux Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, qui n'ont pu regarder la Red Bull passer au premier virage. On était un peu déboussolé parce que alors, on a beau être ni fan de Lewis Hamilton ni fan de Max Verstappen, on attend bien évidemment la lutte si possible jusqu'au dernier virage du dernier Grand Prix. Et hier on était un petit peu abattu parce qu'on a vu une Mercedes qui était incapable de suivre les Red Bull et surtout des pilotes Mercedes, c'est un Lewis Hamilton, on le voit sur cette photo, plutôt abattu, plutôt touché, sans capacité de réagir à quelques jours du Grand Prix d'Interlagos qui se passera bien sûr du côté du Brésil, un Grand Prix historiquement favorable à Red Bull et désormais Verstappen a maintenant 19 points d'avance sur Hamilton. Je vous rappelle qu'une victoire c'est 25 points, le meilleur tour c'est 1 point de plus, donc 26 points au maximum qu'on peut récupérer sur un week-end normal de Formule 1 et que Red Bull est revenu à 1 point de Mercedes. Polo, je sais que tu as regardé la course. Tout à fait. Moi honnêtement je t'avoue qu'à la fin j'étais un petit peu refroidi en me disant mince, ça se trouve c'est peut-être le tournant de la saison et peut-être qu'on ne reverra pas ni Hamilton ni Mercedes dans cette fin de saison 2021. Bah écoute, j'écoutais sagement les pistonnés ce matin dont tu présentais l'excellente émission à retrouver évidemment pour les 4 enseignements dès maintenant sur la First Team Sport. Non, plus sérieusement, comme tu dis, en plus, quand on sait qu'après Interlagos, vous avez parlé aussi du Qatar, d'Abu Dhabi et de l'Arabie Saoudite, c'est quand même la plupart, c'est quand même des circuits qui correspondent bien à Red Bull. Et quand on voit l'ultra-domination hier, malgré le coup assez fou de Mercedes en qualif, tu commences à te demander comment Lewis Hamilton va inverser la tendance, sachant que quand on écoute notamment les radios d'Hamilton par rapport à celle de Verstappen, là, tu as l'impression qu'en ce moment, le patron, celui qui a 7 ou 8 titres de champion du monde, je ne sais plus exactement, c'est Verstappen. Ça fait 3-4 courses maintenant que Verstappen court comme un champion du monde en puissance. Et forcément, si je suis du côté de Mercedes hier soir après la course, je commence à me demander comment je vais faire pour battre ces Red Bull qui, en plus d'avoir une voiture qui a l'air meilleure, qui a l'air plus adaptée au circuit qui arrive, ont l'air d'avoir un pilote qui ne subit pas la pression d'un potentiel premier titre de champion du monde. Donc ça commence à pas sentir bon pour les narcos. Et surtout, ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que le samedi, on s'y attendait pas, mais c'est les Mercedes contre la première ligne, première et deuxième place. On s'est dit, tiens, une énorme surprise, tiens, ils vont nous sortir encore une masterclass, tiens, ils ont peut-être trouvé quelque chose, l'intelligence de course, la gestion de Mercedes, et puis ils se sont fait prendre comme des bleus au premier virage. Parler de Bottas, Manu, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Écoute, Bottas, il a un peu trop. Alors, il y a plusieurs théories dans l'émission qui est sortie aujourd'hui sur le débrief de la course.
La question qu'on a posée, c'est est-il fautif justement sur ce départ? Moi, je pense qu'il est fautif parce qu'il aurait dû donner l'aspiration à Lewis Hamilton, mais il rate son départ. Du coup, Lewis Hamilton est parti à la même hauteur, donc il pouvait absolument pas lui donner l'aspiration. Par contre, il a donné l'aspiration malgré lui à Max Verstappen, et surtout, il a laissé de l'espace à l'extérieur à Max Verstappen, qui a pu s'engouffrer dans la brèche. Je pense que si ça avait été Sergio Pérez à sa place, l'espace aurait été très rapidement refermé, quitte à ce qu'il y ait un drame dans la foulée. Mais voilà, et c'est vrai que alors, faut se mettre à la place de Valtteri Bottas, et c'est ce qu'on a fait ce matin. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver, comme disait Polo, l'émission sur la First Team, sur la chaîne First Team Sport, pas la First Team Sport bien évidemment, mais c'est vrai qu'on s'est mis à la place de Valtteri Bottas. La difficulté aussi, c'est qu'il y avait énormément de pression autour de lui. Il y avait le risque, en arrivant à 3 de front, qu'il puisse sortir son coéquipier au bout du premier virage, qui aurait été absolument dramatique. Et là, le championnat aurait été vraisemblablement plié. Il y avait le risque aussi qu'il soit pris dans un carambolage, comme ça avait été le cas il y a quelques semaines. J'ai un trou de mémoire, je crois que c'était juste après Silverstone, mais j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. C'était pas la Turquie, je pense que c'était pas Budapest, c'était à Budapest tout simplement. Et où justement Red Bull avait attaqué en disant mais il a sorti et Perez et Verstappen, c'était fait sciemment, etc. Et ben Bottas à l'époque l'avait mal vécu. Donc c'est un petit peu comme si il s'était défait de ses responsabilités, l'ami Valtteri Bottas. Tu vois, il s'est mis milieu de piste, il a fait allez-y les gars, c'est à vous de jouer le titre, et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. En tout cas. Autre question, Manu. Du coup, comme tu l'as dit, on s'est quand même un peu fait chier dans ce Grand Prix, mais il y avait un truc. Vraiment une dernière question alors. Non, mais le truc qui était cool, c'était quand même ce Grand Prix du Mexique, cette ferveur, et Checo Pérez qui revenait à fond sur Hamilton pour aller chercher cette deuxième place. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Comment il peut arriver aussi rapidement, aussi fort sur lui, et finalement ne pas réussir à le dépasser. Comment ça s'explique ça, alors il y a deux raisons. Il y a la première raison, c'est un petit peu ce qui s'était passé déjà quand Hamilton est revenu sur Verstappen il y a 15 jours. C'était au Grand Prix des États-Unis. On avait vu Hamilton remonter très très vite, et une fois qu'il est arrivé derrière Verstappen, on avait vu un Verstappen commencer à monter son rythme de course et faire tomber un peu les chronos, et on s'était dit tiens, il est malin le bougre, c'est-à-dire qu'il a gardé de l'énergie dans sa voiture, il a gardé de la puissance moteur, il a gardé de la gomme pour la fin de course, et il avait attaqué, et il avait réussi à sortir de la zone DRS de Lewis Hamilton. Par contre, hier il y a une deuxième chose, donc il y a cet effet-là où Hamilton a très bien géré cette fin de course malgré des gommes qui étaient bien plus usées que celles de Sergio Pérez. Par contre, il y a un deuxième effet, et ça c'est un peu le problème aussi de la course, et ce pourquoi on s'est pas mal ennuyé, c'est que c'est un très très beau circuit, Mexico, très agréable si vous jouez aux jeux vidéo par exemple, très agréable à conduire, vous allez vous régaler. Mais par contre, en fait, dans la F1 moderne, les voitures n'arrivent pas à suivre, c'est-à-dire que dès que tu arrives à 2 secondes de la personne qui te précède, tu as des turbulences sur ta voiture, tes gommes montent en température, et en fait, vu qu'il y a de l'altitude aussi, c'est-à-dire que je crois que quand on est à Mexico, c'est Brice qui disait ça ce matin, on est au-dessus de 80%, on est au-dessus en altitude de 80% des stations de ski françaises, et en fait, ça crée des problèmes au niveau du moteur, notamment des surchauffes, avec notamment la pression atmosphérique, etc. Et du coup, ces perturbations, elles sont aussi également plus importantes au niveau de la voiture. Donc ça, c'est un peu le bas qui blesse. Mais l'année prochaine, avec les nouveaux règlements, les voitures sont censées pouvoir se suivre. Donc écoute, on verra tout ça. Mais le prochain Grand Prix, ça sera dès ce week-end au Brésil. Et franchement, les amis, le tournant, il est peut-être pour ce week-end. Moi, je l'aime bien, ce Grand Prix du Brésil. Il a de la gueule. Ouais. On félicite Pierre Gasly aussi, un 4e, qui a fait sa course tout seul du début jusqu'à la fin. Le meilleur des autres. Et tous, j'ai l'impression, ils sont tous un peu ennuyés. J'ai vu même Lewis Hamilton qui à un moment demandé à sa radio est-ce que vous êtes là? Oui, c'est vrai ça. Ennuyé le mec. Et vous êtes là? Mais ça, c'est plus pour les piquets, je pense. Ouais, parce que moi c'est encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un signe d'un mec, quand on écoutait les radios d'Hamilton, ça dégageait pas de la sérénité. Alors après, à raison, parce que comme une voiture un peu moins bonne et un sacré concurrent devant lui, mais ça dégageait pas la sérénité pour il a eu cette phrase mythique, il dit mais où ces gars-là sont allés chercher ce type de performance, en parlant de Red Bull. Ça prouve la frustration du garçon qui a dû passer hier sur une course de 1h30, après de 30-35 minutes à parler à son stand et lui dire mais on va jamais y arriver, c'est foutu, on n'y arrive pas, on n'a pas le rythme, ils sont trop forts, ils ont quelque chose, comment on peut faire? Bref, ils sont un petit peu désemparés du côté de chez Mercedes. En tant qu'amoureux de F1, c'est surtout le suspense de cette fin de saison qui, on l'espère, sera au rendez-vous. Et on aura une réponse, bien sûr, dès le prochain week-end. Et on vous en parlera dès la semaine prochaine. Voilà pour les news, les amis. On referme sur une très, 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 très belle image. Une image de basket. D'ailleurs, elle m'est sortie de la tête, mon cher. Nando. Oui, voilà. Passe décisive. La passe décisive de Nando de Colo. On la regarde tout de suite. Exceptionnel. C'est l'image de. Les yeux derrière la tête. Le regard périphérique. Alors ça, c'est Nando.
Et ça, c'est la passe de Hando. Magnifique. Ça, c'est des trucs que tu tentes avec tes copains d'habitude. Ouais, ça finit dans la tête de Paul en général. C'est clair. Quand ça finit pas dans l'arcade de ton meilleur pote. Ouais, c'est vrai, Quand j'ai pété une arcade dernièrement. Quand t'entends ce genre de passe au basket. Et on se demande quand est-ce qu'il prend l'information, parce qu'à aucun moment, tu vois. Il a dès le départ. Il a dès le départ. Il voit qu'il y a une prise à deux qui vient, il a vu le clin d'œil, après il se fait un petit kiff. C'est spécial LeBron en général. Il a vu, il peut faire un truc simple, et puis faire un truc un peu carré, et puis ça fait le tour du monde, mais on préfère quand c'est Nando. Quand on a une dernière image juste vite fait, c'est ce week-end, il y a Francis Ngannou et Cyril Gane qui se sont croisés. Alors surtout le contraste entre eux. Alors il y a cette vidéo, mais le contraste avec celle de 2018. Ils vont combattre en 2022. En janvier. Ils se connaissent, ils ont été. Ils ont le même coach. Le coach a changé. Ils sont entraînés ensemble et tout. Il l'a archi pas calculé. La tête qu'il fait, Cyril. Cyril Ngannou qui dit mais il est sérieux ça et tout. Il est sérieux. Ouais, il y a une image en fait. Pour comparer, en 2018, ils se retrouvent en sortant de voiture, ils se check et tout va bien, machin. Là, ils sont plus du tout dans le même état d'esprit. C'est vrai qu'ils sont entraînés ensemble à la MMA Factory, si je dis pas de bêtises, et notre ami Alexis Comin s'y entraînait quelques fois aussi. Et il paraît qu'ils étaient même un peu potes à la base. Bah oui, mais en fait, j'ai vu. Ça combat bientôt, non 22 janvier, je crois. 22 janvier de mémoire. Déjà dans leur combat, ça veut dire. J'ai vu l'image, en dessous, j'ai vu les commentaires de spécialistes qui disaient qu'en gros, sur certains podcasts spécialistes de MMA, en gros, le manager de Gane notamment avait pas mal critiqué Ngannou, les agents, Fernand Lopez et Ngannou, ils sont plus copains du tout, je crois. C'est son ancien manager. Voilà, c'est son ancien manager, donc ils sont plus très potes. Après, les boxeurs te le disent aussi très souvent. Quand tu commences à préparer un combat et que tu t'approches de ce combat-là, c'est impossible d'avoir du respect pour ton adversaire. C'est très bien, on veut la bagarre. Déjà que la fiche, elle est alléchante. Ah bah oui. Ça fait monter un peu la sauce, mais ce qui est terrible, c'est ce que nos copains de bagarre générale à l'époque nous disaient, c'est que Cyril Gane, il est archi pas là-dedans, lui. Il me dit pas bonjour, c'est mon gars, moi. Il a l'air tellement gentil, Cyril Gane. Il est vraiment. Sauf quand il est en slibard dans une cage. Ah oui, voilà. Par contre. Et dans ta propre jambe aussi. C'est que même là, certains lui reprochent par moments d'être trop gentil dans le cadre du MMA, évidemment. En revanche. C'est quand même un mec qui te met un 48 au niveau de la bouche. En revanche, Tonton, il est toujours méchant. Là, il pouvait combattre maintenant. Ça va être top. En tout cas, image très sympa et ça nous permet de teaser pareil un combat dont on parlera. C'est vrai qu'il faudra faire revenir notre ami Samir, forcément. Samir ou Christian Samir, ou les deux. Les experts. Qui seront bien sûr les bienvenus. Les gars, on parle tout de suite de rugby. On n'a pas parlé rugby depuis le début de cette c'est juste pour dire que c'est des qui faisaient grève. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et dire aussi qu'ils étaient présents dans le fabuleux bouquin de la Fédération française de la loose, la Bible de la loose. Et même cette saison, Tom nous en a bien parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, je pense, pour annoncer le nouveau capitaine de l'équipe de France. Oui, t'as raison. Antoine Dupont est devenu capitaine, bien sûr. C'est l'occasion d'en parler justement de savoir si là, on va rentrer dans le détail avec un expert, notre ami Joseph Russe qui est avec nous aujourd'hui. Rien à voir avec Alex Russe, je sais pas pourquoi je fais cette blague, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, Alex l'avait fait. Donc voilà, ça, je l'ai prise, c'était pas la meilleure, merci, mais voilà, on envoie un bisou bien sûr à notre ami. Allez, tout de suite, on lance le prochain sujet, ça sera beaucoup plus simple. La perf de la semaine, le 15 de France qui a battu l'Argentine. Et oui, on s'embourbe parfois. Le 15 de France s'est parfois lui aussi embourbé. Le 15 de France a gagné. C'était les retrouvailles d'ailleurs pour le 15 de France avec le Stade de France dans le cadre de la tournée d'automne, dans le cadre aussi de la sortie un petit peu de cette crise Covid. Une victoire sur le fil, 29-20. Alors, si on refait un peu le match, mon cher Joseph, une première période, on peut le dire, accrochée. Le jeu au pied des Français qui leur permet d'être devant à la pause, mais on ne peut pas dire qu'on ait vu une véritable identité de jeu ressortir de cette équipe. Et une deuxième période où il y a peut-être des motifs de satisfaction, et notamment sur cette fin de match. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat déjà ? Oui, globalement. Du coup, comme je disais, j'étais au Stade de France. Et, on fait pas trop. T'étais en loge ou pas ? Vraie question. J'ai croisé à la fin du match. Sur ça quand il retournera à Los Angeles. Alors là... je pense qu'il n'y a que le président de la République qui ne sait pas quand Paul était à la Méfie-toi quand même. J'ai sa ligne directe. Du coup, oui, dans les coulisses du Stade de France, à la fin du match, donc l'équipe de France gagne 29-20. Et à la fin, dans les coulisses et le couloir, la France a gagné quand même. Et je me dis, bon, victoire il y a quand même. Alors dans le contenu, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais je vois arriver le staff du 15 de France, c'est-à-dire entraîneur des avants Laurent Labitte, entraîneur de la défense Sean Edwards et entraîneur de la touche Karim Ghezal, tête baissée, les uns à côté des autres, ils se lâchent pas un mot, regard fermé.
Et là, j'ai compris que ils étaient pas très contents. Ils se dirigeaient vers le vestiaire des joueurs et qu'ils avaient 2 mots à leur dire en termes de prestations de fond. Parce que cette équipe de France-là, elle sait qu'elle a les capacités pour aller très loin. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur argentin, on lui a posé la question, Mario Ledesma, ancien joueur du Stade Français notamment. Comme tous les enfants de la famille. Ouais, c'est pas faux. On lui a posé Maradona, et on lui a posé la question, où est-ce que vous placez cette équipe-là du 15 de France? Et il a très clairement répondu, cette équipe-là, c'est top 3 mondial. Et quand on dit top 3 mondial, on entend en gros, il y a Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud qui est champion du monde en titre, et derrière, il y a du coup cette équipe de France. Donc elle est très haut en termes de capacité, on va dire. Et cette victoire-là, on en attendait en plus énormément parce que depuis le tournoi Destination, il y avait eu une tournée, la tournée d'été en Australie, 3 matchs, il y avait eu 2 défaites, 1 victoire, mais elle avait été faite sans les finalistes du top 14. Ouais. Donc disons que là c'était vraiment le moment des retrouvailles. Ils ont passé 3 semaines à Marcoussis, les pauvres, 3 semaines enfermés en Essonne. Ils sont sortis cette fois-ci ou pas? D'habitude, toujours des brèches alors. Des fois je les comprends quand ils sortent de là-bas. Ah mais moi j'en veux pas aux mecs qui truc, mais bon, voilà, malheureusement ils ont un travail à faire quand même. On était super excités parce qu'il y avait une association Jalibert Ntamak, une nouvelle composition entre en gros les 2 petits princes les 2 ouvreurs qu'on attend énormément. Et malheureusement il y avait beaucoup de promesses. C'est le gros flop, mais tu c'est peux vrai. C'est le gros flop de ce match. C'était la chose la plus attendue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, on en attendait énormément. Il y avait pas Virimi Vakatawa qui est le centre à côté de Ficou d'habitude, il était blessé. Arthur Vincent non plus, qui est le 3e centre, n'était pas là. Donc on s'est dit c'est le moment d'essayer Romain Ntamak en tant que ce qu'on appelle premier centre. Ils l'ont fait et malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Et d'ailleurs, il y a eu un aveu d'erreur, on va dire, d'avoir mis ça en place. Enfin, d'erreur, je suis dur, mais il y a eu un aveu que ça ne marchait pas concrètement. C'est qu'à la 52e minute, Fabien Galtier fait sortir Romain Ntamak pour faire rentrer Jonathan Danty, qui lui est un petit carré. Il va tout droit, il ne cherche pas à comprendre. Voilà, et lui, il a les pieds carrés. Mais par contre, avancer, il sait faire. Et au final, c'est au moment où l'équipe de France a véritablement réussi à grandir. J'ai grandi à Marcoussis, c'est très bien les gars, un peu de respect, dit à Akata. Oui. Quelque chose me dit dans ta phrase que tu n'es plus à Marcoussis et tu as réussi à t'échapper, bravo. Mais tu es vite parti, bravo. Après le CM2, il n'y a plus de collège. Mais tu sais, quand on parle de l'association entre les deux, c'est vrai que l'équipe en a fait des tonnes, tout le monde était dithyrambique sur le potentiel de cette association. J'ai quand même envie d'y croire, ce serait dommage d'aller sur 52 minutes complètement raté, ça peut arriver, on pourrait peut-être imaginer retenter son claque, continuer à bosser, et peut-être le but c'est d'être bon au tournoi Destination en février, donc peut-être qu'il faut bosser le truc et pas l'abandonner tout de suite. Est-ce qu'avec Ntamak au centre, tu te prives pas de densité physique, surtout quand tu joues une équipe d'Amérique du Sud, et on sait que hier, les Pumas, enfin hier avant-hier, les Pumas, ils nous ont fait vraiment une misère niveau ouais, peut-être, mais si tu le fais pas, la gueule. Voilà, si tu le fais pas, tu le travailles pas, donc... Après, si tu te projettes aussi même par la Coupe du Monde pour battre les Blacks, et toutes les équipes de l'hémisphère sud font un combat physique chez les centraux, on dit pas quoi. Chez les centres, bien sûr. Chez les avants. Romain Ntamak qui a un joueur qui a un talent, une élégance. Est-ce que l'envoyer au charbon comme ça, c'est pas aussi se priver de son talent? En fait, déjà, ton point, il est hyper intéressant. C'est que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on prépare une Coupe du Monde 2023 en France où en poule, on va devoir affronter les Blacks pour démarrer. Et soit on bat les Blacks et on ne rencontre pas l'Afrique du Sud en quart de finale, soit on perd contre les Blacks et on risque fortement d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale. Ces 2 équipes-là, qui sont donc les 2 autres meilleures équipes, sont des équipes qui sont ultra denses physiquement, qui vont baser leur jeu sur un pack d'avant qui est ultra dominant. Donc effectivement, le combat en Coupe du Monde, de toute manière, elle se passe là. Si ton pack d'avant n'avance pas, tu peux pas mettre ton jeu en place. Après, ça n'a rien à voir avec Ntamak, du coup, ça. Non, ça n'a rien à voir avec Ntamak, mais les Argentins ont basé le match ici, ce week-end, sur de la densité physique, pardon. Ils nous ont cassé la gueule. Okay. On n'a pas pu mettre notre jeu en place. Après, l'avantage, c'est que le prochain match, c'est contre la Géorgie. Virimi Vakatawa, Arthur Vincent ne seront pas là, donc on va avoir une nouvelle chance. Moi, dans la vie, je suis pour les secondes chances, je sais pas vous. Mais bon. Ça dépend pas pourquoi. Ça dépend pourquoi. Après 6 ans de tôle, t'es quand même là. Donc, on t'offre une seconde chance. Faute de preuve. Moi, j'avais une question. J'ai l'impression qu'entre le dernier tournoi à destination où on a été
Ils nous ont régalé. Il y a eu cette tournée en hémisphère sud où, pareil, ça nous a régalé. Là, ce match, ce test match, j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme turnover et que c'est pas et que c'est pas simple d'essayer de trouver avec autant de turnover, de trouver la bonne formule. Alors, on sait qu'au rugby, il y a beaucoup de turnover, mais il n'empêche que là, ça fait quand même sur 3 compétitions différentes ou 3 périodes différentes plutôt, ça fait quand même énormément de mecs qui sont venus. Donc et j'ai l'impression qu'avec 52, un match gagné, mais moyennement, eh ben on est là à tirer des. On remet tout en cause. T'as raison, il y a plus de connexion, plus d'automatisme en vrai dans cette équipe qu'on a vu ce week-end. Non, mais t'as raison, Erwan. En fait, on est un peu grisé par. On se rend compte du potentiel et de la profondeur d'effectifs que peut avoir le 15 de France. Pourquoi ? Parce qu'on a eu 2 possibilités de puiser dans ce réservoir. D'abord, il y a eu la Coupe d'automne des Nations il y a un an où on a dû puiser avec une équipe totalement différente, ne pas prendre les titulaires. On s'est rendu compte avec les titulaires, ils étaient capables même d'aller en finale contre les Anglais et de presque les battre. Là, on n'a pas le choix non plus. On devait, en Australie, ne pas faire sans tous les finalistes du top 14. Et on se rend compte que là aussi, ils sont capables de rivaliser. Donc, on se rend compte qu'on a tellement de joueurs. Et je pense que Fabien Galtier, lui aussi, est grisé par ça, a envie de leur faire confiance. Il fait une Deschamps, là, en fait ? C'est-à-dire grisé, le retour de Benzema, il y a un truc et tu changes un peu ton ADN. C'est hyper intéressant parce qu'en réfléchissant à cette association possible de Ntamak Jalibert, j'ai réfléchi à l'association d'avant Coupe du Monde entre Benzema, Griezmann et Mbappé. Sur le papier, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Le rugby mondial nous enviait ces associations-là. Mais à mettre en place, c'est extrêmement difficile et c'est surtout, ce que je veux rappeler, c'est que de base, l'association avec Virimi Vakatawa, Gaël Fickou, Romain Ntamak et potentiellement, si on veut mettre Jalibert derrière, on peut. C'est la valeur sûre, quoi, ça. Pour le moment, c'est la valeur sûre. Après, attendons le match contre la Géorgie. Attendons aussi potentiellement ce que le staff va mettre en place. Mais je pense que le 5-8e, c'est ce qu'on appelle 5-8e, de mettre un deuxième ouvreur au centre. Elle a perdu énormément de terrain. Ça a déjà été vu dans le passé de jouer comme ça avec les Anglais. Les Anglais quand ils sont champions du monde, avec Kat et Wilkinson. Mike Kat, c'est mon gars. Et les Anglais là, Owen Farrell, typiquement, joue 12 avec les Anglais, avec Ford en tant que 10, mais ça fait 6 ans qu'ils ont ce jeu en place. Oui, nous, c'est la première fois, c'est extrêmement compliqué. Et sur ce match-là contre l'Argentine, on s'est fait casser la gueule, donc on ne pouvait pas mettre notre jeu en place. Et en plus, j'ai eu la sensation qu'on n'avait même pas utilisé Romain Ntamak en tant que 12. En gros, ce qu'on remarque, c'est le nombre de jeux au pied, pour savoir si ça a été utilisé. Chez les Anglais, Ford, qui est le 10, fait environ 20 jeux au pied dans un match. Farrell, qui est le 12, fait environ 2 fois moins de jeux au pied. Les Français, là, Jalibert a fait 20 jeux au pied. Dont Ntamak, un magnifique qu'on a vu sur le premier essai des Argentins. Oui, on peut se mettre en confiance. Et par contre, Ntamak, lui, a tapé 0 fois au pied. Et il a même touché dans le circuit, en fait. Il a même touché que 6 ballons. Ouais, d'accord. Et ça, malheureusement, que 6 passes, pardon. Il a fait que 6 passes. Donc en fait, on ne l'a pas du tout utilisé. Donc ça va être très compliqué à mettre en place. Et il y a peu de dates. La Coupe du Monde arrive très vite. Ce n'est que mon avis. On va pouvoir réessayer une deuxième fois. Mais moi, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions pour le 15 de France, même si elle est hyper sexy. Tu voudrais voir quoi, toi? Tu mets Jérémy Vakatawa, Fickou. Ça me va très bien. Tu mets ta charnière Dupont-Ntamak, Dupont-Ntamak, des fois Jalibert, s'il y a des possibilités. Ce ne sont pas les mêmes styles de joueurs. Mais moi, je reste sur Ntamak, qui est un meilleur défenseur. Et ça me va très bien. Après, il y a beaucoup de blessés, on nous dit dans le chat là, qu'il y a énormément de blessés aussi, parmi les titulaires qu'on a vus. Mais complètement. Moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas trop dur avec ce 15 de France? Parce que là, vous venez de dresser tous le constat, on l'a dit, manque d'automatisme, des absents, des garçons qui découvraient aussi l'équipe de France, Thibaut Flamand par exemple, qui a été extraordinaire, qui a même marqué un essai en fin de match. Lui, c'est un buffle. Ah ouais, c'est un vrai buffle. Il va être intéressant, il va nous régaler pour quelques années, lui. Bref, tout ce que tu as dit, tu disais, on s'est fait casser la gueule, le manque d'agressivité des Français dans les rucks. Est-ce que c'est nouveau face à l'Argentine? Moi, j'ai l'impression que c'est une constante. On était petits, c'était déjà le cas. On était ados, c'était déjà le cas. On est devenus des hommes, c'est toujours le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il n'y a pas la pression de cette Coupe du Monde qui arrive pour 2023? Le fait que Galtier soit mi-mandat, donc c'est-à-dire qu'on va lui demander peut-être d'avoir des certitudes dans le jeu, etc. Est-ce qu'elle n'a pas besoin tout simplement de temps encore, cette jeune équipe? Non, elle n'a plus le temps. Il y a 4 ans, il y a 2 ans, quand Galtier arrive, je lui laissais du temps. Elle a progressé à une vitesse folle. Aujourd'hui, il y a le terreau qui
qui existent pour que maintenant elles performent. Et contre les Argentins, ils viennent de perdre 6 matchs d'affilée, ils se sont fait casser la gueule par les Néo-Zélandais, par les Australiens et par l'Afrique du Sud. Pendant le Rugby Championship, il y a 2 mois. Et par l'AS Bayonne, les filles qu'on embrasse. On devait concrètement leur casser la gueule et on s'est fait détruire devant. Et effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Thiomi. Olivon était blessé, Leroux était blessé, Vakatawa était blessé. On n'avançait pas d'1 mètre. Il y a un pilier qui s'appelle Moawas qui a 0 mètre gagné. Et ça, ce n'est pas possible à ce niveau international. Et un autre enseignement que le 5/8e, c'est que les titulaires ne sont pas titulaires pour rien et que je pense que quand ils vont revenir, ils n'auront pas perdu leur place de titulaire. C'est pour ça aussi que tu expliques peut-être que quand il y a eu un peu de rotation, un peu de turnover, on a eu l'impression qu'il y avait plus de ressources sur le banc que sur le 15 aligné par Fabien Galtier. En tout cas, le banc a été hyper intéressant ce week-end. C'est un des axes de progression de ce 15 de France qui avait perdu 5 matchs sur les 7 perdus sur les 20 dernières minutes. Et ce week-end, la vérité, c'est que on gagne le match sur la fin de match. Alors lentement mais sûrement, on le perdait pas. Mais ça a été un des points positifs en tout cas. On rappelle le programme pour ce 15 de France. Tu l'as dit, la Géorgie, les All Blacks aussi également qui viendront conclure ce tournoi d'automne. Il y avait une question sur les Blacks. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, j'ai plus le nom, désolé, mais la question était cool. Ouais. C'était est-ce qu'on peut battre les Blacks sur du talent, un petit peu du French flair, ou alors on est obligé d'aller dans le combat physique et de leur répondre? On est obligé déjà de base d'aller dans le talent, mais j'ai envie de te dire pour battre les Blacks, il faut les deux. On les a à chaque fois qu'on les a battus, c'est sur des matchs qui sortaient un peu du temps. Ouais, des matchs un peu sales quoi. Ouais, voilà. Et puis oui, il faut être absolument démentiel pour battre les All Blacks. Surtout ces Blacks-là qui viennent de passer encore, bon, c'est pas très difficile, mais ils viennent de passer encore 7 essais aux Italiens ce week-end avec une équipe bis. Ils sont parfaitement en place. Jorginho était blessé. Hein. Ceci explique ça. Verratti aussi d'ailleurs. Quels que soient les joueurs qu'ils mettent, ils sont exceptionnels et ils ont même eu le même problème que nous d'avoir 2 ouvreurs exceptionnels. Boden Barrett, le meilleur joueur du monde, et Richie Mounga, qui est peut-être aujourd'hui le 2e meilleur joueur du monde, et ils arrivent à créer un turnover incroyable avec d'autres joueurs, Damian McKenzie, vous allez en entendre parler de ces joueurs-là petit à petit en arrivant à la Coupe du Monde 2023, mais ils sont tellement en place que là, le match contre le All Black, sincèrement, ça va être hyper intéressant de voir où se situe cette équipe de France par rapport à cette équipe de All Black. Franchement, ça va être une folie furieuse ce match-là. Sachant que la réalité, moi c'est ça qui me fascine toujours au rugby, c'est que la réalité d'un match à l'autre peut être complètement différente. On l'a vu dans l'histoire notamment du 15 de France, tu peux aller te faire casser la gueule comme tu le disais tout à l'heure face à une petite équipe et sortir un match extraordinaire. Il y a 3 mois entre chaque match sur une même compétition aussi. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est ça aussi. Contrairement à la NBA. Où ça enchaîne tous les 2 jours. Merci les gars en tout cas, merci beaucoup Joseph. Tu m'as regardé Joseph. Ah ouais, franchement avec plaisir. Et juste, on dit Dupont meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde, oui, dans le talent et même un peu pour les Français, clairement. Mais la différence, c'est que pour le moment, il n'est pas champion du monde, Antoine Dupont, alors que Richie Boden Barrett notamment, lui est champion du monde. Et un petit truc, on peut retrouver nos habits de bureau ovale ce soir. Super important. Bien sûr. Exactement. On va mettre le replay du débrief du 15 de France sur YouTube. Donc Bureau Oval, effectivement, on va être de retour sur la chaîne First Team Sport et on va avoir un bon débrief 15 de France. Ça va être sympa avec Alex. On va partir de quelle heure? Alex, c'est ce soir, c'est ça. Hein. C'est en ce moment, du coup. Et le replay est disponible, comme ça vous pouvez faire les deux en même temps, avec du coup Alex Priam, Emeric, du coup, et Julien Thomas aussi, qui est présent, ancien joueur du Stade Français de Montpellier, qui a été international aussi. Voilà, super le programme, les gars. On va retrouver demain sur First Team Sport. Demain sur First Team Sport, donc pour avoir le débrief complet de ce match entre la France et l'Argentine, remporté par le 15 de France par plus petite démarche, mais il y aura beaucoup de choses à dire, en tout cas, sur le contenu. On l'aura entendu, les amis, c'est le moment d'ouvrir le grand débat sur Neymar. Est-ce qu'il est cramé, Neymar? Est-ce que c'est fini? Est-ce que son prime est derrière lui? On va répondre à cette question, mais juste avant, on va quand même poser la question à Tom Chiaravino, qui va venir ici sur ce plateau pour le mot de Tom. Il arrive, notre ami Tom, et Tom, il a eu un week-end tout à fait particulier. On parlait des week-ends des uns et des autres. Vous m'avez vendu beaucoup de rêves avec vos week-ends, les amis. Tom lui a assisté à 2 purges. La première, c'était la défaite du club de son village à Vaux, en Beaujolais, 7-3. La deuxième, c'est celle de l'Olympique Lyonnais, défaite 4-1. Mais ça ne l'a pas dérouté pour autant du football, puisqu'il est là aujourd'hui pour nous parler de Neymar. C'est bien sûr le mot de Tom. Ouais, enfin, j'en veux un peu plus aux joueurs de l'OL qui a ce de mon village, vu que c'était conscrit la veille. Autant dire que l'enjeu, c'était pas la victoire, mais de rester sur le terrain.
Salut Manu, salut les gars. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de Neymar, mais lorsque je l'ai vu jouer samedi soir, ça a un peu changé mes plans et c'est pas plus mal car ça a aussi permis de doser pas mal de mes conclusions hâtives. Faut dire que depuis le début de saison, dans les journaux, on ne parle que de Neymar, on peut lire son nom partout, entre 2-3 articles sur Harry Habitant quand même, qui visiblement aurait été aussi bon dans sa vie que dans ses films. Normal. Mais oui, tout le monde a un avis sur le Brésilien. En même temps, ses performances avec Paris sont bien loin de son niveau habituel. Et comme souvent, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Chez RMC, on va avancer qu'il est cramé, fini pour le football. Chez l'équipe, on va dire qu'il a juste du retard au démarrage, mais qu'il fait toujours partie du gratin. Et chez Pierre Ménès, on va parler du racisme anti-blanc avec Zemmour. Voilà. On le voit bien, c'est difficile de rester neutre avec Neymar pour les journalistes, mais aussi pour tous les fans de football. Et quelque part, c'est un peu le tarot pour un joueur aussi clivant. Alors, tu as dit une grande vérité, c'est qu'on a beaucoup parlé de lui, surtout cet été, justement, avec cette prise de poids. Alors, la question qu'on a envie de te poser, Tom, est-ce que ça peut être une explication, justement, à cette baisse de niveau ? Ouais, en effet, mon Manu, un Neymar a changé. Lui qui était très frais, Santos, qu'on voyait virevoltant sur la pelouse. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a les appuis bien plus ancrés au sol. Alors, on est quand même loin d'un mec hors de forme, comme on a voulu nous faire croire, parce que de 1, il n'aurait pas la condition physique pour jouer chaque semaine, et de 2, parce qu'on a tous vu ses abdos. On peut essayer de contracter 10 minutes, je pense qu'au mieux, on a un AVC, mais c'est tout, on n'aura pas de résultat. Mais c'est sûr qu'il n'est plus aussi fin qu'avant, et logiquement, ça change son jeu. Ce joueur qu'on a découvert par ses dribbles un peu fous, ses gestes techniques sortis nulle part, a en 2021 beaucoup plus de mal à passer en 1 contre 1, finalement à faire la différence. Alors c'est plus le même joueur avec ce tranchant, cette percussion, et c'est difficile à voir comment il va évoluer au fil de la saison. Est-ce qu'il va se blesser, rater à nouveau des matchs importants? Est-ce qu'il va revenir aussi fort qu'avant? Vous l'aurez compris, en tout cas, autour de Neymar, il y a surtout beaucoup d'interrogations. Et justement, l'interrogation, est-ce qu'on va le voir se réinventer, rester tout aussi fort sans pour autant être autant flashy qu'avant? C'est possible, oui, mais en tout cas, c'est sûr que pour le spectacle, c'est un peu moins cool. C'est un peu comme si tu enlevais un tracteur à Gad Elmaleh. Bon, là, pour le coup, tu n'aurais plus de spectacle. Mais après, c'est dur de parler de réinvention, surtout à son âge. Et quand tu vois ses 3 derniers matchs, tu dis que l'ancien Neymar n'est pas si loin. Il est pointé physiquement, certes, mais aussi professionnellement. Certains journalistes le reprochent de jouer au poker tard la nuit, de geeker sur Fortnite, de manger un peu n'importe comment. En fait, selon eux, c'est Gotaga. Alors évidemment qu'il n'est pas... Pénalty gratuit. Alors évidemment qu'il n'est pas tout blanc, par exemple, de tout reproche, mais j'ai quand même du mal à croire que ce soit aussi extrême. Alors non, je pense que s'il y a eu un problème cette année, il est surtout psychologique. Il a déclaré que la Coupe du Monde 2022 serait sûrement sa dernière, à même pas 30 ans. On a l'impression qu'il n'est pas tellement épanoui à Paris, malgré l'arrivée de son pote Messi, et que finalement, il est plus très heureux dans le football. Le numéro 10 du PSG affiche un certain spleen, ce genre de spleen qui donne envie d'écouter du Vianney en boule sous sa couette. Quelle triste période de sa vie, pardon. En tout cas, Neymar, même s'il a fait quelques bonnes perfs récemment, reste sur une saison bien terne, sans tomber dans la démagogie de certains journaux qui le voient soit foutu, soit génie. C'est aussi bien de prendre du recul et de laisser autant de donner la réponse à certaines questions. Une chose reste sûre, Neymar n'a pas encore écrit la page de l'histoire du PSG que les gens attendaient. Au contraire, pour le moment, il a surtout déçu. Alors si on aime beaucoup le comparer à un artiste, il ne faut pas oublier que la vie d'un artiste, ça reste son œuvre. Eh bien bravo Tom. Et moi j'aime beaucoup ces papiers-là parce que tu vois, il y a des très très bonnes vannes, mais ce n'est pas que de la vanne. Le papier est fouillé, il y a des faits, et surtout c'est pas caricatural comme tout ce qu'on entend dans les médias, notamment français ces dernières semaines. Merci pour ce travail, mon ami. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. On est bonne émission. On est très très fiers de l'avoir, notre Canada. On se retrouve au théâtre des Deux-Ânes. Dans mon tout. En tout cas, on va lancer nous ce débat. On met le jingle tout de suite et puis comme ça on rentre dans le vif du sujet. Toujours un peu de rock dans House of Sport. On adore. Je pense que la prochaine émission, je la fais en perfecto et en Santiago. Avec Philippe Manœuvre. Ce que je veux dire sur Neymar, quoi, c'est que c'est pas encore un Titi parisien qu'on a, quoi. Neymar, c'est le grand sujet, on l'a dit, du débat. C'est le grand dossier de la semaine qu'on va ouvrir. Vous avez eu le mot de Tom qui vous a rappelé à peu près tous les faits, messieurs. Maintenant, on veut des avis qui soient le plus tranchés possible, bien évidemment. Neymar, on en parle beaucoup. Tom l'a très bien dit. Il y a certains médias qui disent
qu'il est cramé, que c'est terminé, que son prime est derrière lui, qu'il a changé physiquement, qu'on ne reverra plus jamais le grand Neymar. D'autres médias semblent en tout cas essayer un petit peu de le protéger. On peut le citer, c'est le média L'équipe qui a dit que c'était juste un petit retard, bien sûr, à l'allumage et notamment dans la préparation. Il y a eu ces déclarations il y a quelques semaines où, Tom l'a rappelé, il évoquait pourquoi pas la fin de sa carrière internationale à la fin justement à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar qui arrive maintenant dans un an. Juste un an. Incroyable. Exactement. On sait qu'il a re-signé avec le Paris Saint-Germain pour 3 ou 4 ans. Ça pose quand même question sur ses motivations. Est-ce qu'il a encore envie de jouer au foot? Est-ce que c'est encore un joueur de foot? Samedi, il a été étincelant, mais il est parfois aussi inconstant. Les amis, est-ce que Neymar est cramé? Je prends la première. Apparemment, il y a personne qui veut se mouiller. Moi, j'ai la sensation que Neymar est le grand Neymar qu'on a vu des années de Barcelone. Je mets Santos de côté, il était très jeune. Le Neymar qu'on a connu lors de ses premières années au PSG, en tout cas lorsqu'il était sur le terrain et qu'il pouvait jouer les matchs, je pense qu'on le reverra plus jamais. Parce que on l'a dit, on l'a tous vu, il a son physique qui a changé. Mais quand on dit que son physique a changé, c'est pas forcément qu'il est gros ou pas gros, c'est pas ça. On a vu ses photos sur son yacht là cet été où tout le monde se foutait de sa gueule. Les sportifs pros, dès qu'ils font pas de sport pendant 2 semaines et qui teasent un peu et qui mangent, ils prennent du poids. Tu fais une prépa, 1 mois et demi plus tard, tu retrouves tes abdos. Et d'ailleurs, il en a joué avec tout le monde. Sauf que Neymar, il oublie un truc, c'est que il est d'abord évidemment une qualité, enfin il a une qualité technique incroyable, mais c'est aussi un athlète. On parlait un peu de Maradona il y a quelques jours là avec Erwan, on parlait des physiques, des basketteurs par exemple de Michael Jordan et qui étaient touchés par la grâce. Maradona ou Neymar ont aussi des qualités physiques intrinsèques, mais de très très haut niveau d'explosivité, de rapidité, ensuite de vitesse. Mais c'est d'abord l'explosivité qui m'impressionne. Et j'ai cette sensation que Neymar aura toujours son talent, mais que son physique qui a changé, donc il s'est épaissi. Ouais. On le voit en NBA. La muscu, c'est... La muscu, par exemple, mais cette modification de son corps ne lui permettra plus d'être le joueur qu'il a toujours été et qu'il a toujours voulu être. Je ne le condamne pas. Je dis pas que il peut pas continuer à peser dans les grands matchs. Je ne dis pas qu'il peut pas gagner des titres. Je dis que si lui, il n'accepte pas de changer son jeu, eh bien, malheureusement, lui va dans sa carrière devant de très grandes déconvenues. Moi, j'ai l'impression le jeu de Neymar a changé. Alors, je sais plus, il y avait une stat Opta là, qui passait il y a quelques semaines qui disait que notamment il courait plus sur un terrain. On le voit quand même sur les replis défensifs où lui et Mbappé sont quand même un petit peu plus généreux, même si des fois surtout lui, même au bout, mais surtout lui en effet. Par contre, c'est vrai que tu l'as dit, le problème c'est offensif. J'ai l'impression que sur le 1 contre 1, c'est plus le Neymar qu'on a connu et c'est ça la plus grande des tristesses, quoi. J'ai du mal à répondre à cette question avec que le prisme Neymar. Et chacun, j'imagine, après ira de sa réponse. Moi, je vois que le problème de Neymar, c'est que le talent, il l'aura toute sa vie. Quand tu es un talentueux toute ta vie. Maintenant, je trouve que le premier constat que je peux faire, moi, depuis ces quelques années au PSG, c'est que c'est pas un leader et qu'il le sera jamais. Ça, par contre, tu peux avoir tout le talent du monde, ça ne fera pas de toi un leader. Il y a l'inverse, tu peux ne pas avoir de talent et être un grand leader. C'est bizarre de dire ça quand il sort d'une finale de Copa América avec le Brésil. Ouais, si tu veux. Mais tu peux dire l'arrivée de Messi, ça peut être un désaveu. Je pense que le leadership aussi pour moi, être un leader dans une équipe de championnat, moi, j'ai jamais vu une attitude de leader. Et je crois que Neymar, sa plus grande faille, alors vous allez me tomber dessus, c'est qu'il est arrivé là où il fallait pas être. Paris, le PSG, n'est pas fait pour lui. Tu dis que oui, son jeu a changé, parce que depuis qu'il est arrivé, combien d'entraîneurs, combien de systèmes, des mecs comme ça, quand tu as la chance, parce que c'est la chance, tu as la chance d'avoir Neymar dans ton équipe, faut un peu de lui, il est pas stable. Il est comme ça. Ronaldinho n'était pas stable. Barcelone le savait. Par contre, autour de Ronaldinho à Barcelone, tout était stable. Tu peux pas avoir un joueur comme ça et que ça soit autant le bordel autour. Et je crois que l'association Paris-Neymar, même si elle est bling-bling, même si elle fait rêver, et même s'il est Qatari, et c'est normal de rêver d'un joueur comme Neymar. C'est normal de rêver d'un mec comme ça. Mais je crois que lui n'est pas fait pour Paris, et Paris n'est pas fait pour avoir Neymar. C'est vraiment le constat que je fais aujourd'hui, avant d'aller dans cramer, pas cramer. Je sais pas, moi je sais pas s'il y a une corrélation avec Paris, parce que j'ai quand même vu, au-delà des blessures, j'ai quand même vu un Neymar exceptionnel dans ses premières années, en décrépitude maintenant depuis 6 mois. Il était exceptionnel. Quand il jouait, il était exceptionnel. Au Barça, les dernières années au Barça, c'est... Non, mais même au PSG, il jouait exceptionnel. Et quel que soit l'entraîneur qu'il a eu ou qu'il a eu à cette époque. Moi, le problème de Neymar, c'est que je pense que via peut-être un problème de motivation, il y a un problème peut-être aussi de blessure, d'état physique, parce que comme Tom l'a expliqué, l'état physique d'un joueur de foot, c'est pas la possession d'abdos
ou pas. Je pense que maintenant, il en est à un point de sa carrière où il doit se réinventer comme d'autres ont su le faire. Je pense à Cristiano Ronaldo. 29 ans. Il a 29 ans, justement. La première année de Neymar au Barça, c'était il y a 10 ans. C'est ça. Il sort de Santos il y a 10 ans. Donc, il doit, je pense, aujourd'hui, on le voit, dès qu'il prend la balle, dès qu'il veut tenter d'effacer 1, 2, 3 joueurs, il n'y arrive plus. Par contre, dès qu'il est dans du, dès qu'il est dans du jeu direct, dès qu'il est dans de la passe ou dès qu'il est même dans du tir en première intention, il arrive à provoquer des situations très dangereuses. Et ça fait 3 matchs qu'on le voit avec le PSG en Ligue des Champions. 2013. Oui, on est en 2022 dans un mois. C'est pas faux. Mais il doit que quand il joue sur une ou deux touches. Voilà, il doit simplifier son jeu là où à l'époque son talent et ses capacités physiques lui permettaient d'être un peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets, dans son jeu, de pouvoir effacer 1, 2 joueurs avant de faire la passe. Là où aujourd'hui, je pense qu'il gagnerait à gagner en efficacité. Là où tu as raison, Polo, tu as dit il faut qu'il se réinvente. On est tous d'accord, je pense, autour de ce plateau. Ou pas tout à fait. Il y a un exemple qui est parfait à mettre en parallèle de Neymar. C'est Benzema qui avait donné une interview à l'équipe le jour où il a eu 30 ans. Et le journaliste, je ne sais plus qui c'était à l'époque, lui pose la question, lui dit qu'est-ce que ça change pour un joueur d'avoir 30 ans? Et Benzema avait dit physiquement, t'es obligé, et c'est Cristiano Ronaldo et Pintus d'ailleurs au Real, le préparateur physique qui lui avait parlé de ça, lui avait dit avec les années, à partir de 30 ans, t'es obligé de perdre du poids. Si tu veux garder ton niveau et profiter de ce que l'on appelle, ce que vous appelez en NBA le prime, et ce qui est pas mal repris maintenant aussi dans le football comme appellation, c'est que t'es obligé de perdre du poids pour garder tes skills, pour garder bien sûr ta capacité physique à toujours pouvoir faire des différences, et notamment quand t'es un joueur offensif. Moi, le problème, quand j'ai écouté ce qu'a dit tout à l'heure Tom, c'est aussi des habitudes de vie. Alors, on vit pas avec lui, on ne sait pas dénuer le vrai du faux. Les parties de poker jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Les telenovelas, on sait qu'il les regarde. Sur RMC, les telenovelas. Là, tu vois, la dernière fois, il a mis une story, j'ai vu il y a une semaine ou deux, avec 2 bouteilles de vodka qui étaient vides en boîte de nuit. J'imagine que c'est un clin d'œil à la presse, une petite provocation. J'ose espérer que c'est pas lui qui les a dégommés. Mais Manu, je te coupe juste, c'est des écarts que tu peux te permettre quand t'as 20, 22, 24 ans, mais quand t'arrives à 29 ans, j'ai son âge. Non, mais je dis ça à mon niveau. J'ai l'âge de Neymar et je sais qu'aujourd'hui, je mets 6 mois à perdre le poids que je voudrais, là où il y a 5-6 ans, j'en mettais 3, tu vois, et voilà, c'est factuel. Moi, j'ai vraiment du mal. Pardon, j'aimerais t'entendre parce que toi, je sais que. Écoute, sincèrement, moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que l'association Neymar-PSG ne peut pas marcher, mais pas parce que le PSG est aujourd'hui géré d'une manière ou d'une autre. Chacun se fera son avis, mais parce que je pense que aujourd'hui, par exemple, je pense pas que Neymar puisse être compatible avec un Mbappé. Je pense pas qu'un Neymar puisse être compatible avec un Di Maria. Et alors. En plus, quand tu rajoutes un Messi qui vient beaucoup chercher des ballons, déjà, dans le jeu, parlons de jeu concrètement, je pense que Neymar, aujourd'hui, soit il est tout seul, ou avec Mbappé, comme ce week-end d'ailleurs, on a très vu, il a été mis sur un côté ailier gauche, et là, tu retrouves un Neymar qui marque de but, qui est hyper présent dans la construction du jeu, et où c'est lui, en gros, qui fait les derniers relais. Mais avec malheureusement autant de joueurs, et notamment Di Maria et Messi, je pense que ce ne sera pas possible. Après, est-ce qu'il est cramé? Il ne faut pas oublier que c'est un joueur effectivement qui est mis en avant depuis qu'il a l'âge de il a commencé 17 ans. 15 ans même. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est normal en un sens. Et d'ailleurs, ces étés où il se laisse complètement aller, c'est hyper révélateur. Ça veut dire quand tu as besoin de te laisser aller en plein été, lâcher la pression, ça veut dire que il y en a trop pour toi, tu n'arrives pas à la supporter. Alors tu le fais, t'avances, et c'est comme ça pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a un moment où tu as besoin de céder. Et après la Copa América, c'est normal. Il a vraiment besoin de. Après, je ne sais pas si moi, j'aime bien ce que tu dis sur le jeu. C'est que finalement, il est arrivé comme la méga star. Il a quitté lui aussi Barcelone pour être ce numéro 1. Et c'est une question que je vous pose. Et vraiment, elle est pas spécialement orientée. Mais ça m'a fait penser à ça sur ce que tu disais sur le jeu. Est-ce que Paris a réussi un jour à lui construire une équipe adaptée à lui, une équipe qui bosse pour lui tout, ou est-ce qu'on a simplement voulu lui mettre des stars? Il est arrivé avec Mbappé le même jour, enfin le même mercato. Moi, ce dont je suis sûr, c'est là, je pense qu'on se rejoint tous, c'est que évidemment qu'on peut parler de l'individu Neymar, mais il y a tout ce qu'il y a autour de Neymar et c'est les équipes composées autour. C'est vrai que quand on pense au Grand Barça, que ce soit de Ronaldinho ou de Messi, ils avaient le meilleur milieu du monde. Donc le meilleur, la meilleure association de milieu du monde. Hein. Donc et c'est vrai. Moi, ce qui m'embête et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de réinvention, c'est que évidemment qu'on peut pas dire qu'il est mort.
parce que il a que 29 ans et que voilà. le sport va tellement vite dans un sens ou dans l'autre que tu peux pas le condamner. Il n'empêche que Neymar, dans sa réinvention, moi j'adorais le voir dans un rôle un peu différent de ce qu'on le voit depuis le début de sa carrière. On l'a vu tantôt ailier dribbleur. Vraiment, que ce soit à Santos ou au Barça. À Paris, il a été ailier dribbleur, mais aussi à la construction. On l'a vu beaucoup plus redescendre, créer du jeu. En Champions, notamment en Champions League, absolument. Sauf que je me dis que c'est une perte de pas avoir Neymar derrière un attaquant qui se balade, mais qui n'a pas besoin de redescendre, jouer 8 pour être à la création. Parce que là, je pense qu'il s'y perd énormément. Mais allons plus loin dans ces cas-là. Reprenons la question que Karouane a posée, il avait raison de la poser. Il y a deux aspects. Il y a, est-ce qu'il est compatible avec le Paris Saint-Germain d'un point de vue environnement? Je vois beaucoup de gens dans le chat qui disent, est-ce qu'il habite toujours avec ses potes? Oui, il habite toujours avec ses potes, officiellement à Bougival. J'imagine que qu'ils sont un petit peu plus proches de la Tour Eiffel, j'espère pour eux en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quand même un cadre où on lui a laissé les pleins pouvoirs aussi à Neymar. Peut-être que lui, et c'était peut-être le cas à Barcelone, il avait peut-être besoin d'un cadre, quelque chose d'un petit peu plus important, où on le serre un petit peu plus, etc. Au Barça, à Barcelone, les joueurs sortent de ouf aussi. On va pas. On est dans Ronaldinho, ça sort de ouf. Il y a quand même une pression du vestiaire. Je pense qu'avec Messi, par exemple, tu vois, il devait peut-être un peu plus le serrer. Mais tant que t'es performant, tout le monde ferme sa gueule. T'as raison, franchement, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu peux pas quand même regarder le passage pour le moment de Neymar au Paris Saint-Germain en te disant, il a fait beaucoup de matchs et il a été étincelant sur tous les matchs qu'il a mis. Et il y a le deuxième argument qui est tactique, et je vous rends tout de suite la parole. Je vois que je sais plus qui en a parlé, je crois que c'est Marengo ou quelqu'un d'autre qui en a parlé dans le chat. C'est la fameuse théorie d'Habib Beye, c'est-à-dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est que sans un milieu fort, des garçons comme Neymar, des garçons comme Messi sont obligés de redescendre, de dézoner, de décrocher. Avec les porteurs d'eau. Exactement, c'est exactement mais ça. Messi, c'est Nico Maurice-Bully qui nous appelait ça, qui nous disait ça, ce qui, pour certains, peut-être remettait en cause le fait que Messi à Barcelone, mais l'équipe de Barcelone était construite tout autour de Messi. Bien sûr, avec il travaillait pour Messi. Et lui, il était des fois, il marchait pendant 10 minutes, il marchait, et hop, après il avait le ball. Mais t'avais toute une philosophie tactique autour de ce mec-là. J'ai l'impression que Paris ne s'est jamais, sans aller jusque dans cet extrême-là, mais ne s'est jamais rapproché de ça. Pour Neymar, ils ont mis des noms. Non, parce qu'il y avait d'autres enjeux. Il y avait d'autres enjeux. Il fallait construire une équipe hyper clinquante en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, quand on a la possibilité d'avoir Mbappé, tu prends Mbappé. Donc on en vient. Non, mais c'est pour ça que je suis entièrement. Pas le bon choix pour Paris. Je suis entièrement d'accord. Après, je suis d'accord aussi avec Paul. S'ils avaient gagné 4 Ligues des Champions, on aurait bien sûr. C'est pour ça que je te dis ça. C'est un peu facile de dire ça. Ouais, mais bon, en 2017, tu le prends. Tu le re-signes l'année dernière. On était tous d'accord pour dire tu vois. Et je ne condamne. Moi, je te dis le sport. Et ils font 2000 l'année dernière. Alors ils sont rincés. Ils font une finale, un final 8. Mais ouais, mais c'est ça aussi le sport. C'est toujours le prendre. C'est l'idée du siècle. C'est maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à construire l'équipe autour de lui. Non, mais c'est plus, est-ce que même lui n'est pas venu pour les mauvaises raisons à Paris? Et on a le droit de se la poser aussi, cette question. C'est pas que d'un point de vue PSG. Moi, je te dis, à l'époque, on avait dit qu'il était venu pour être le leader d'une grande équipe européenne, pour avoir le ballon d'or, etc. Il est trop dans l'émotion. C'est pas ce qu'il a montré. Il est trop dans l'émotion pour être le leader d'une équipe. C'est pas de l'émotion, il est trop dans les blessures. Il joue pas le gros, il est trop dans l'émotion. Oui, mais les blessures, ça peut peut-être être aussi lié à l'hygiène de vie, je sais pas, un coup sur le pied, pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Là où je rejoins. Tu tombes par terre, tu te casses la gueule sur un trottoir, tu vas pas te dire parce que t'étais bourré. Si t'as pris une balayette, t'as pris une balayette. Là où je rejoins un peu Erwan sur le côté PSG, c'est que oui, quand t'arrives au PSG, tu sais que tu vas avoir beaucoup plus de liberté dans tous les aspects de ta vie, que ce soit sur et en dehors du terrain, que t'en avais dans n'importe quelle autre institution, même si j'aime pas. On va demander ça à Hakimi. Hakimi, il a fait un mois et demi de terrible. Et puis il a découvert les restos. À partir de ce moment-là, c'est toi. En fait, à partir du moment où tu sais ça, c'est toi face à ton éthique de travail. Et là, les mecs à Madrid, à Barcelone, ils sortent. Mais ils sortent comme des porcs. À Londres, les mecs, ils sortent. Mais ouais, ils sortent. Mais ils ont, comme on l'a dit, ils sont cadrés par un vestiaire et par aussi. Potentiellement, j'aime pas ce mot-là, institution, mais avec des garants dans le club, à certains postes clés, ce que t'as pas forcément au PSG. Et parce que tu vas jouer à l'AS Rome, à la Lazio, à l'Inter, au Milan, va t'amuser à faire ce que les mecs du PSG font actuellement dans le cœur de la capitale. Je peux te dire qu'à 23h du mat, si Verratti est bourré, par exemple, à Milan ou à Turin, t'as un mec qui va venir le voir et qui veut dire, Coco, tu joues pas toi demain parce que c'est inadmissible ce que tu fais, tu rentres chez toi direct. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, c'est peut-être parce qu'on manque aussi un peu de culture, sport et foot. Les gars, ils peuvent sortir très tranquillement dans la night, ils signent des autographes. Moi, je pense qu'un joueur pro, il peut sortir quand il veut dans la night. Il y a juste des moments, il y a vraiment des moments, et les moments, c'est par exemple en février.
de préférence, dans ces moments-là où normalement tu te restreins un peu. Mais il faut arrêter de croire dans tous les sports, tous les gars ils sont dans la night de ouf. Ils sont dans la night, ça tease et tout. Faut arrêter émotions qui vivent. Mais gros, t'es dans la night. C'est un truc que je vous disais, et pourtant c'est des joueurs de National qui m'ont raconté ça, ou de Ligue 2, donc c'est pas non plus des mecs qui jouent à Ligue des Champions qui sont des Neymar. Ils me disaient, désolé l'expression, mais ils me disaient après un match, t'as vécu tellement d'adrénaline que pour dormir, t'as deux solutions. Soit tu baisses, soit tu bois. Celui qui m'avait raconté ça m'avait dit, moi je fais les deux. Donc mais c'est vrai, et je pense que non mais dans le basket, vous parlez c'est exactement ça. En même temps, de préférence. Oui, en même temps, pardon. J'étais sur autre chose, je regardais. Mais après sur Neymar, certes, il y a tous les à côté, ce qui se passe dans sa vie, qui potentiellement peut poser problème, qui peut ou pas causer des blessures, ça à la limite, on n'aura jamais la réponse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il change son jeu. D'abord, je suis d'accord avec Paul, et il faut qu'il change son attitude. S'il veut garder de l'influx nerveux et éviter d'être cramé psychologiquement, comme lui-même le reconnaît, il faut que sur le terrain, il change d'attitude. Des fois, il est absolument ridicule. Il demande des fautes quand il n'y en a pas. Quand il subit une faute, alors il est encore plus véhément dans l'envie d'humilier son adversaire, dans l'émotion. Quand tu le vois en train de traverser le terrain en U comme ça, qu'il est poussé dans le dos, qu'il le fait 3 fois par match. Il recule de 30 mètres, il attend qu'il y ait 3 mecs sur lui pour prendre une balayette et après pourquoi il le fait? Parce qu'il a envie d'humilier son adversaire en lui disant de 1, tu prendras pas le ballon, et de 2, tu vas pousser à la faute et tu vas voir que le coup de sifflet, ce sera ma victoire. Et à ce moment-là, effectivement, tu ne peux pas avoir l'influx nerveux nécessaire pour mettre un jeu en place. Donc il faut qu'il change. Il faut effectivement qu'il se pose des questions au-delà, avant même. Moi, je crois qu'avant de se réinventer, l'idée globale. protège. C'est à lui de se protéger de tout. Tout ce qui lui arrive, moi, on ne peut pas m'empêcher. Alors, oui, il y a le PSG. Tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Moi, des fois, effectivement, et tu as raison de le dire, des fois, il va chercher volontairement des fautes pour emmerder les mecs, au détriment d'aller de l'avant du jeu. Il y a eu des moments. Il n'a pas respecté le jeu. Et c'est terrible quand tu es aussi fort, balle au pied, que tu sens le jeu sur une touche de balle, tu es capable de faire des trucs de génie. Et ben tu ne respectes pas le jeu parce que tu es peut-être trop fort pour ce championnat. Il a le droit de le penser. Aujourd'hui, il a 29 ans. C'est aussi un âge de raison. On n'en a pas parlé. Arrivé à 30 ans, c'est aussi un âge de raison. Et je crois que c'est à lui à se protéger un petit peu plus. Et le problème de Neymar, depuis qu'il est au PSG, il est en mode Titanic, comme ça. Et il fait tout pour prendre des coups dans la gueule. Et derrière, sa réponse, c'est de se plaindre. Mais c'est comme ça depuis le début de sa carrière. Regarde, tu sais, il y a un très bon message chez Eternal Aquarius qui pose la vraie question, et c'est la dernière question sur laquelle je vais vous lancer. C'était d'ailleurs l'introduction de Joseph, et je trouvais ça très vrai. Eternal Aquarius, il nous dit, est-ce que Neymar a encore envie de jouer au foot? Il faut revoir qu'est-ce que c'est l'histoire de Neymar, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Sous les feux des projecteurs, dès 12 ans, il faisait la une des quotidiens brésiliens. C'est un garçon qu'on a très rapidement comparé à Pelé, qui a dû partir du Brésil dans des conditions un peu rocambolesques parce qu'il y avait beaucoup d'histoires d'argent, un papa qui l'a pas forcément beaucoup protégé aussi de tout ça. Il y a aussi, tu sais, on en parle peut-être pas assez souvent, mais les sportifs qui arrivent très très vite au haut niveau, il y a aussi une usure du corps à un moment donné. Quand tu sollicites, Ronaldinho à 30 ans, évidemment, surtout avec autant de blessures. Quand tu commences en pro à 23 ans, quand tu commences à 17 ou à 16 ans, ça n'a rien à voir. T'as 6 ans de plus que les autres. Et je vais me te dire, tu le vois très bien dans le football où tu le vois très bien dans le football où tu as des mecs qui n'ont pas fait de centre de formation et qui peuvent étirer leur carrière. Giroud, par exemple, tu verras, N'Golo Kanté, par exemple, tu verras que c'est un mec, il pourra aller très très loin. Giroud, c'est un très très bon exemple aussi. Ribéry, tout à fait. Des mecs qui peuvent étirer leur carrière parce qu'il n'y a pas eu des charges de travail comme ça à l'adolescence très très dures. Voilà, la dernière relance que je voulais vous faire, c'était par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu usé? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dur aussi? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir de plus envie de jouer au football? La dernière déclaration, quand même, quand il est retourné au Brésil et qu'il expliquait qu'après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça sera peut-être la fin de sa carrière internationale, que le foot, c'était de plus en plus compliqué, que sa relation au foot, il n'y avait peut-être plus la passion, la flamme d'avant, etc., etc. Est-ce qu'elle n'est pas là la cause, en fait? C'est-à-dire qu'il soit un petit peu fatigué, usé, bien sûr que si. D'ailleurs, on parle de tout ça ici sur ce plateau, mais je pense que ce débat-là, il a lieu autre part, il a lieu dans sa tête. Et clairement, toutes ces questions-là, il se les pose lui-même aujourd'hui, et il le fait même à la vue de tous publiquement. Quand il donne cette interview, lui-même est dans cette réflexion-là. Donc c'est normal que nous, on n'ait pas les réponses quand lui-même ne les a pas. Et c'est peut-être ce qui pose vraiment problème, effectivement. C'est vrai que ce qu'on lui souhaite, en tout cas, c'est de kiffer ce qu'il fait, comme chacun d'entre nous, on adore ce qu'on fait. Alors oui, il y a des millions d'euros et de dollars, il y a une fame incroyable, il y a un espoir aussi des gens autour de lui, ça peut être sa famille au Brésil, nous, le ballon d'or qui nous faisait rêver quand il est arrivé. C'est vrai qu'il y a ce truc quand même des sportifs de haut niveau, des mots dont on ne parlait jamais avant, et pour ceux qui ont vu le doc sur Mardi Fish, par exemple, où en fait tu te rends compte que on sait que c'est difficile de sportifs de haut niveau. Oui, on voit que les bons côtés, mais il y a la solitude, il y a une pression constante. Absolument la pression constante. Malheureusement, c'est
nous, on est là à le regarder. Nous, on a envie de le voir être fantastique sur un terrain de foot. C'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est à lui de trouver le moyen psychologique, les ressorts psychologiques pour se faire kiffer et être performant. Malheureusement, c'est à lui de le faire. Tu vois, au bout d'un moment, on peut en discuter autant qu'on veut. Moi, c'est pas mon frère, Neymar. Je vais pas lui prendre par la main pour lui dire raconte-moi un peu comment ça va et tout. Frérot, t'as de la chance non, mais t'as de la chance d'être qui tu es aussi, tu vois. Donc, profites-en. Faut qu'il en ait conscience. On souhaite qu'il ait confiance, qu'il en ait conscience. S'il doit prendre 2 mois pour se calmer et revenir 3 mois plus tard au top de sa forme, je lui souhaite de le prendre. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. Après, ça fait maintenant 1 semaine et demie, 3 matchs plutôt pleins de Neymar. Est-ce que ça va durer ou pas? En tout cas, j'ai l'impression que depuis 2 semaines. Il a joué Bordeaux, frère. Bordeaux, il a été très bon contre Lille, il a été bon contre les petits. Non, mais c'est vrai. Aussi, On lui reproche d'être excellent contre des clubs de Ligue 1 depuis 3-4 ans. Et quand il était dramatique comme je l'ai rarement vu pour les 3 premiers mois. Mais là, je trouve que depuis 2 semaines, il se remet à l'endroit en jouant plus simple, en courant beaucoup plus. Manu, on a un peu parlé aussi tout à l'heure. C'est pas une tendance, c'est trop court pour que ce soit une tendance. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Et peut-être que là, à l'heure actuelle, il a fait la part des choses. C'est toujours pareil. Des mecs comme ça, on va l'atteindre en février-mars. C'est là que ça va se jouer. Alors oui, c'est rassurant quand même de le voir réaliser. Rejouer au foot, j'ai envie de te dire. Des matchs pleins. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'il est cramé physiquement? Moi, je pense qu'il faut qu'il se protège un peu, mais moi, c'est dans la tête. Moi, je pense qu'il est entouré, ce mec-là, il y a du monde autour de lui. Peut-être qu'il faut faire un tri, mais il faut qu'il se protège mentalement. Moi, je pense que pour ses déclarations, quand je les lis, quand je le vois sur le terrain, pour moi, il a l'air à bout plus mentalement que physiquement. Moi, je le trouve quand même cramé physiquement, je vous le dis. Vraiment, son changement mais t'es sûr, ça, physique. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Je vois une énorme différence entre courir vite, avoir des fameuses courses à haute intensité, capable de les répéter, de dribbler, de machin, donc d'être ce joueur-là, à faire du ski de fond, j'allais dire, d'être un mec qui fait de ses 10 km à un rythme très différent. C'est pas la même chose. Le Neymar qu'on a toujours connu, c'est le premier. Est-ce qu'il est capable d'être aussi performant dans un autre rôle? Pour l'instant, moi, je suis incapable de vous dire. Vous, apparemment, vous dites que oui. Moi, je dis que non. Non, je dis pas ça. Je pense qu'on surévalue le côté gros de Neymar qui aurait pris 5 kilos parce qu'il a un peu plus de barbe, parce qu'il a on l'a connu. Sa morphologie, elle a changé. Sur les efforts courts et à haute intensité, je suis d'accord, mais je trouve qu'en termes de coffre et d'endurance, j'ai jamais vu un Neymar, moi en tout cas, il fait énormément d'efforts, il en fait plus qu'il n'en a jamais fait au Paris Saint-Germain. Qui, comment et tout. Moi, honnêtement, je vous dis, on peut pas me dire que son corps n'a pas changé. C'est pas un 8, c'est pas un 6, il a changé. Rappelez-vous de son arrivée au parc depuis, exactement. Ça, c'est normal. 14 ans, on dirait c'est moi. Tu lui rases la barbe. Et maintenant, frère, faut arrêter. Tu lui rases la barbe et il arrête de porter son. Si tu lui rases la barbe à Neymar, il arrête de porter ses sous-maillots. Je te jure qu'on sent. La dernière fois, il lève son maillot, je suis désolé, quand même, il est tracé. Alors. Oui, mais c'est la muscu. C'est la muscu, en fait. Il a changé de morphotype. En NBA, on le voit. Oui, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il ait changé. Il arrive en NBA, il est fin, Jordan, Kobe, et puis tu les vois 10 ans plus tard, ils ont pas le même truc, sauf que c'est pas le même sport. Et que ses qualités à lui ne vont pas avec ce corps-là. Ou alors il se réinvente, ça devient un joueur fantastique passeur, mais qui ne dribble beaucoup moins, tu vois, qui ne tente beaucoup moins de dribble. Ça me fait pire que tu s'attends, parce que c'est exactement ce que je pense, ce que je pense qu'il doit faire et ce que j'espère qu'il est en train de faire. C'est un physique différent, il a plus ce coup de rein, on est d'accord. C'est là que physiquement il a changé, parce qu'il vieillit. Mais en fait, non. Je pense qu'il vieillit, il a été beaucoup blessé, il joue depuis 17 ans et il en a 30. Moi, j'ai la sensation. Vous oubliez surtout l'essence. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste en clinique du sport, bien évidemment, et tout. Moi, j'ai la sensation que t'as raison, il a pris du poids, ça se voit tout de suite, à sa morphologie, tout a changé dans son corps, c'est hallucinant. Et tu te demandes même si le côté musclé, c'est pas pour cacher, je sais pas moi, de la prise de masse par rapport à une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, ou quoi que ce soit, et qu'on vienne pas lui reprocher d'avoir 3 bourrelets, quoi. Après, moi, le gros problème pour moi, oui, on peut parler de ça. Oui. On peut partir dans des. Ça compte. Il a 29 ans, le mec. Pour moi, le plus grand problème de Neymar, c'est que. Il est arrivé à Paris, c'est reparti. Non, c'est vrai qu'à Marseille, ça aurait été beaucoup mieux, c'est ça que tu vas nous dire. Pour moi, qu'on l'aurait tenu, nous, frères. Ce sont les cambriolés 3 fois plus qu'à Paris, c'est tout. Avec Brandao, avec son Provence. Après, tu as envie de gagner des matchs avec ça. Moi, je pense que c'est son leadership. Moi, je pense qu'au-delà de ses performances sur le terrain, on attend de lui un leadership qui, pour le coup, là, il n'aura jamais. Je pense, Erwan, que peut-être qu'on confond leadership et exemple. Parce que le leadership, je trouve que ce week-end, par exemple, quand il marque, il parle beaucoup. Mais par contre, il n'est pas exemplaire. Contre mon père, Laurent Cousin. C'est 90% de ses matchs par saison. Il est en finale de la Copa América. S'il gagne, qu'est-ce que ton leadership là il vient faire dans l'histoire? Mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Il est pas exemplaire. Et ça, c'est un vrai problème dans un vestiaire. D'accord. La Copa América, je vais te parler de la finale avec des champions, moi, au Portugal. C'est ça un leader. C'est que ton meilleur joueur, il se chie dessus pendant une finale de Ligue des Champions. Non, mais là, tu parles d'exemple. C'est pas ça le leadership. Leadership,
pour moi, il est ailleurs. Il peut être sur le terrain, mais c'est ce que tu vas dire dans le vestiaire. Et là, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le Il y vestiaire. a différents types de leaders, mais je pense aussi qu'il faut qu'on revoie un peu notre jugement sur Neymar, qu'il ne faut plus qu'on le voit comme un potentiel ballon d'or, parce qu'aujourd'hui, avant. Tu re-signes un Starola, un mec qui est pas potentiellement ballon d'or, ben oui, mais vous marchez sur la tête, mes amis parisiens. C'est toujours la même. Mais c'est toujours le même délire. on a déjà été pas. Mais non, mais il n'y a pas une question de maximum et il n'y a pas une question d'argent, c'est pas neutre et on a déjà. Oui, voilà. Par contre, je suis d'accord avec toi. À la limite, si c'était moi le directeur sportif du PSG, je lui dirais bon bah voilà, vu ton rendement sur le terrain, je pense que malheureusement, je te donne moins que prévu. Mais dans le foot d'aujourd'hui, voilà, ça marche pas comme ça. En ce moment, il est plutôt protégé par le que tu vends plus. Je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est axé aussi sur un business beaucoup plus global et ce ne sont pas que tes prestations sur le terrain. Mais descendez aussi notre niveau d'exigence sur Neymar. N'attendons pas de lui qu'il soit un ballon d'or et le meilleur joueur du monde parce que effectivement aujourd'hui il est descendu dans cette hiérarchie-là et ce n'est plus le cas. D'ailleurs, s'il est jamais ballon d'or, on prend c'est un scandale. Voilà, c'est clair. C'est un scandale pour lui. Mais je suis d'accord. Terrible qu'un mec talentueux comme ça ne soit jamais ballon d'or. Il aura gâché sa carrière au PSG, tout simplement. Vous savez, il y a le match dans le match depuis le début de cette saison entre Camara et Gay. Est-ce qu'on lancerait pas un Gerson versus Neymar? Non, t'as pas le droit. Parce que Gerson là, c'est un scandale. Gerson, il est en train de niquer la saison de l'OM. Il est en train de détruire la saison de l'OM. Il y a un avis de recherche sur le vieux port. 20 millions d'euros. Ils vont vite le retrouver, t'inquiète. En tout cas, Neymar, il paraît qu'il est souvent branché sur Twitch. Alors, s'il regarde ce soir entre 3h et 5h du matin le replay de cette émission, méfie-toi, mon ami, tu pourrais y figurer dans la prochaine édition. Donc voilà, prends garde, la FF de la loose, bien sûr, te suit. Il faudrait qu'il se naturalise quand même, mais bon, c'est un petit détail. C'est vrai, pardon. Non, mais en préface. International, bien évidemment. Et peut-être qu'il aura à sa double page. Peut-être l'évolution. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, Alain Prost a une double page pour son écurie. Neymar, méfie-toi, ça peut aller très très vite. Les amis, fin de tous ces débats, de toutes ces discussions sur le sport, de toute cette actualité. Moi, j'ai envie qu'on joue. Je vous ai compris encore un petit truc là, assez sympathique. Je pense qu'on va bien se marrer. Ça va être sympa, ça va être cool. C'est le quiz. Il nous reste très exactement 19 minutes. J'ai l'impression qu'on va être un peu court. Dans le chat, j'ai touché des mecs. Le second degré, apparemment. À Marseille, on est plus rigoureux. Ça va, on rigole. Mais c'est vrai que Dimitri Payet, tu l'as bien tenu avec ton équipe. Parce qu'il a plus 14 kilos par jour. Moi, j'ai à tenir personne. Arrête de s'atténuer, se fout de nos gueules ou quoi? Mais oui, mais laissez-moi. Il se fout de nos gueules. Ça m'a régalé parce que quand t'as dit avec mauvaise foi, si on l'avait eu à l'OM, il y avait des mecs qui sont allés jusqu'à dire ouais, et Léon King à Marseille, on en parle. Alors que Neymar, il n'y a pas un monde où il met un pied à Marseille. Une fois par an en Ligue 1. Oh, tu sais. Pour nous mettre le plein en plus, donc bon. C'est jamais ce qui peut se passer dans le monde du football. C'était évidemment du second degré, du calme, messieurs. Après, quand l'Arabie Saoudite aura racheté le club, peut-être que vous aurez les moyens. T'as des infos là-dessus? Non, j'en ai aucune. On a des sources proches pourtant. Les amis, quiz en 3 parties aujourd'hui avec une énumération pour commencer. Et celle-ci me régale parce qu'elle est tout à fait personnelle. Tu l'as déjà faite en fait cette énumération, Tom. Tu l'as déjà fait cette énumération, Tom. Tu l'as posée. C'était le premier jour, la première pierre mise pour les pistonnés. Tu nous as fait cette énumération. Ça a duré 2 heures. Oui. J'imagine que ça durera un petit peu moins longtemps ici, mais ça a été la première fois. Alors, est-ce qu'on peut enlever le chat s'il vous plaît, parce qu'en face il triche. Retirez. Un portier triche pas, on gagne. C'est vrai. En trichant. C'est vrai que t'es un bon Marseillais, toi. Ça, t'es un bon Marseillais. C'est vrai qu'il y a une série en cours. Attention. Il y a une série en cours un peu compliquée. Équipe par équipe. On est ensemble. C'est vrai. Très bien. On est ensemble et... Tom Firmino est sorti à la 53e minute pour laisser sa place. C'est comme un peu, tu sais, Jalibert et Ntamak. On espère que ça va mieux marcher sur la donc Jonathan Danty, ça me va très bien. L'énumération, il y a 33. Je vous fais le programme très rapidement. Il y a l'énumération, derrière le 5 à la suite avec 4 thèmes bien évidemment bien choisis. Et puis un qui suis-je. Grande qualité le qui suis-je aujourd'hui, on va faire appel à votre véritable culture sport. L'énumération, il y a 33 champions du monde de Formule 1, dans l'histoire de la Formule 1. Ils sont 33. Je sais que vous en avez plein, c'est obligé. Voilà. Et on va laisser l'honneur à nos amis de gauche, parce qu'ils ont vraiment une revanche à prendre. Sur la vie, hein. Sur la vie, surtout. Sur absolument. Allez, vas-y, on y va, parce qu'il reste que 16 minutes. T'as raison, j'ai perdu un petit peu de temps. On commence rue de Silverino. On commence Silverino. Un peu plus tard. Est-ce que t'en as plein en tête? Non. C'est pas mon sport, disons. Je pense que là, dans ma tête, ils sont venus au nombre de 2. Classique, les gars. Allez, on en commence. Les classiques. C'est dans l'ordre. Hamilton. Oui. 7 titres, en effet. Vettel. Sébastien Vettel, 4 titres, tout à fait. Schumacher.
Schumacher, tout à fait. 7 titres aussi. Alonso. Fernando Alonso, pardon. Allons-y. Prost. Du coup, Prost. Oui, Ah ouais, Prost, oui, tout à fait. Jésus-Christ. Il a dit Alonso. Je me suis dit Jésus-Christ. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon, le mec, il a dit Alonso. Bon, après, quand on doit. Le seul Senna. champion du monde Qu'elles sont pas français. bonnes. Ayrton Senna, 3 titres. Qu'est-ce Ça qu'ils va ont dit très vite. Ayrton Senna. Senna. Oh putain. Oh, il y en a plein que vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas Ah sorti, les bah, gars. on rigole. Raikkonen. Raikkonen, tout à fait un titre. 2007, pardon. Nico Rosberg. Nico Rosberg a un titre 2016. On croit dans les pistonnets, vous êtes meilleur que Brice Hamza pour le Jacques moment. Villeneuve. Non. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, un titre, c'était en 96. T'as encore Non, c'est à Fangio. moi. Fangio, tout à fait. qui a J'allais donné dire, une j'ai expression regardé le célèbre. film hier. T'en as 5 un titres. peu, il m'en reste, mais juste pour. s'il te Non, plaît. non, vas-y. Par contre, je veux pas dire des conneries, donc. N'hésitez pas, alors je vous donne un indice, il y a eu plein de films, il y a eu plein de docs, il y a eu plein de choses. Oui. Déroulez les gars. Il est dur à la fin. Non, mais on va se le garder quand même parce que. Ouais, cramez pas. Nelson Piquet. Nelson Senior. Piquet, tout à fait. 3 titres pour Nelson Piquet. Ça a été dit. Hein. Oui. Ouh là là On demande pas, attends, c'est quoi Normalement, c'est ça vrai qu'on demande pas, mais Oh. Ils font des Je déteste ce comme ça. c'est bon des esprit. discussions avec Mais non, le bilan. ça a pas été dit. Ça a pas été dit, du coup. dis-lui. Non, ça a pas été dit. Ça a pas été dit. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Démonier. Démonil, bravo. Bravo. 96, Démonil. Attends. Mince, Niki Loda. Niki Loda, oui, tout à fait. Nigel 3 Mansell. titres. Oui, Nigel oui. Mansell, un titre. Il venait pas. Alors attends, Nigel Mansell c'est fait, Loda c'est fait 3 titres. Un titre pour Mansell, c'était 92, je crois. Ça a été le premier quiz pense qu'on a que- fait dans l'histoire des pistonnets. Le soir, Là-bas, la au première fond, soir, au on s'est exactement, on s'est rencontrés. Ça a duré des plombs, on les a. Il y en a des dans les. On est où là Oui, tu veux un indice Appelle un ami. Moi, si tu j'arrive. veux. Genre, il en manque dans les 20 dernières années. La ou pas Samaritaine. 50. T'étais pas la force du trône là. Bah attends, toi t'as le droit de demander si Villeneuve a été dit. C'est J'ai long, pas le droit de Manu, demander des petits indices. Emmanuel, c'est long. Juste pour remettre un peu de. Voilà, je vous redis les noms parce que ça peut vous aider. Voilà. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fangio, Prost, Loda, Piquet, Senna, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg. Si je vous redis les noms, Ouais. c'est que vous Nico savez- Rosberg. vous savez Kiki que- Rosberg. Ah, voilà. Kiki Rosberg. Keke Rosberg, en effet, un titre pour Keke Rosberg. Jenson Button. Oh, on l'a fait, on l'a fait. En effet, un titre pour Jenson Manque de Button. confiance Les gars, en vous êtes soi, très bien, ça. les gars. Attends. J'aurais manque pas de autant de confiance. champion NBA, je te le dis tout de suite. Ni de MVP ou ce que tu veux. Attends, là je cherche. Putain, comment il s'appelle Oui, je vois, mais je l'ai vu il y a trop longtemps. Le mec, les cheveux blonds, putain, je connais que lui. Ah, le fameux film. Le fameux. Oui, le film non, Rush. Attends. Mais oui. Putain, comment il s'appelle J'ai un trou. Ah, j'ai envie de vous aider. Non. J'ai 10, mais je le ferai pas. Nous. Oh, Kimi, n'importe quoi. Akinen. Oui, bravo monsieur. C'est fort. 2 titres, Jackie 98, Jackie 99. Stewart, Jackie bah oui. Stewart et le Jackie célèbre Stewart, c'est Kill, un vrai bien sûr, prénom 3 titres pour Jackie d'acteur. Stewart. Franchement les gars, vous m'épatez. Comment il s'appelle Attends, mais vous vous souvenez de lui Non, là, nous. Hein. Ah, les Oh non. un du diable après même. En vrai, Attends. il y en a un que vous pouvez avoir très facilement. Ah bon Ouais. Un Italien Récent. Un qu'on aurait peut-être déjà dit. Tu sais, il y a des homonymes, il y a des histoires de. Ils l'ont déjà dit, famille. James Hunt. Hein. James Non, Hunt. vous l'avez pas dit. James Hunt ici. James a été dit. Hunt. James Hunt. Depuis tout à l'heure, tu sais, je pensais à Yann Rush. Ça n'avait rien à voir. Ah non. Il était anglais aussi. C'est un CSC. Allez, Les vas-y. gars. Emerson Fittipaldi. Oui, bah bravo les gars. Et- 2 titres. 2 titres. Dur, hein C'est certain. Eh, bavure là-bas, je le sens. Ouais. On n'est pas loin de la bavure. Là, il y a du chaos dans Je suis l'air. pas sûr. Attends, je cherche dans les années 2000 qui on n'aurait pas dit. Alors, je vais. D'anciens. Alors, Bah, je vais vous aider dans les années 2000, vous les avez tous dit, les gars. Ok, allez, 2000. Ah oui. 90 Bah alors là, et 2000, là, vous les avez tous dit. Là, ça devient compliqué pour moi. 90 et 2000, vous avez absolument tout dit. Ah, voilà, tout de Ouais, suite. 90, Ah, 90 2000. aussi Gilles Villeneuve. Faux Il a jamais gagné, et déjà c'était à nous de jouer déjà, et c'était faux. Est-ce que t'en as un Attends, pour voir. Pourquoi on en a un de plus Attends, quand même? On a attends, commencé. Parce qu'ils vous ont peut-être mis sur une piste. Ils se sont trompés, c'est vrai, mais ils vous ont peut-être mis sur une piste. On a déjà dit Jacques, hein. Vous avez déjà dit Jacques. Et c'est eux qui. Et quoi qu'il, on a déjà validé. Attends, parce que Herman il s'est enflammé là. Alors, c'était pas. On a déjà validé de toute manière, on a commencé. Mais balle de Non, première, non, non. on remet cette. Mais attends. Cette fameuse année là. Oh putain. Un truc en rapport avec Villeneuve? Un truc, d'une histoire, tu sais. Oui, oui, T'as compris ce que je voulais dire, quoi. Tu sais, Non. des noms importants en Formule 1, et parfois il y a plusieurs générations qui ressortent.
Il y a même des homonymes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me ressors peut-être un des noms qui est déjà Steve sorti. Non, malheureusement. Merde, j'ai oublié. Le fils, on l'a pas dit De qui Si, on a dit. Villeneuve. Si, Jacques Villeneuve a été dit. Jacques Villeneuve a été Alors, dit. du coup, on l'a pas, du coup, tu pensais à qui? Bon, allez, on dit un match nul. Il y avait Graham Hill. Graham Hill. Et t'avais l'homonyme. Il y avait l'homonyme Phil Hill qui n'a rien à voir. Ça, c'est dur, ça. Et franchement, bravo les gars, parce qu'il vous manquait juste Brabham, Ascari, Clark, Graham Hill, Farina, Aceworn, Phil Hill, Denis Hulme, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones. C'est que des mecs quand même qui ont gagné entre 50 et 1000. Moi, le seul qu'on aurait sorti, c'est Ascari. Tous ces noms-là. Non, Graham Hill, peut-être, tu vois. Bravo les gars. Mais le reste, après, je connais même pas. C'est Non, que je des passe mecs- dans la Ah, rue, du coup, J'ai l'impression que c'est l'heptathlon aux Jeux Olympiques. J'en connais aucun 50, respecte un peu quand même. Je savais que ça allait te plaire. 1950 et 1980, franchement les gars, bravo, parce que je te dis, Bravo à je m'aurais nous. sorti des champions, bref. Bravo, Joseph. On va très vite, il nous reste 11 minutes. J'ai dit Du coup, Hamilton. ils gardent la main parce qu'ils sont en déficit actuellement et de confiance et de points, même s'ils sont à égalité sur ce début de match. Le 5 à la suite, je vous fais 4 propositions, elles apparaissent sur votre écran, vous allez vous régaler. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Connaissez-vous bien Novak Djokovic, les frères et les sœurs dans le sport? D'ailleurs, tu as raté un super quiz cinéma et sport qu'on refera parce qu'il y a encore d'autres à faire. France-Brésil 2006, Oui, est-ce pour que nous vous ça. vous en souvenez? Et bien évidemment, les champions des Ketsen de Jokari de 2001 à nos jours. En France-Brésil. Un Joseph, Je vous France-Brésil. donne d'ailleurs sur le quatrième. Sur le Jokari, quatrième. t'avais pas dit. Il y a C'est le Molki, tu veux dire. Oui, le Molki, pardon, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, Arnaud Montebourg et je ne sais Et pas on comment elle insulte s'appelle. tous les joueurs de Molki du monde. sont bien présents dans ce quiz. Bientôt Donc, JO, hein, 2024. Non, je rigole. Alors, Audrey à la Coulomb place du karaté. Tout le monde y est. Tu veux prendre quoi? France-Brésil. Allez. Non, sauf si Non, t'as mais moi, tes- j'aime- Je vous rappelle Les la frères et tactique, hein, c'est Bah, les frères et forcément- sœurs dans le sport, j'aime y a- bien, mais France-Brésil, ça va. Non, mais vas-y, France-Brésil 2006. frère- Le plus important, c'est qu'il y en a un Ouais, qui ça, soit. on a déjà Manodou. Ok. Tu vas voir l'ostéo, t'as pas noté. Oh non. Allez, messieurs, là, faut qu'on avance. Bah, 10 minutes. France-Brésil. Et question, France-Brésil. Allez, vas-y. Question facile pour commencer. L'unique but du match est inscrit par Thierry Henry sur une passe de Zidane. C'était la combienième passe décisive de Première. Zizou pour Henry? La première, ça fait 1 point. Toujours sur le but, qui lâche le marquage de Henry parce qu'il est en train de lasser ses chaussures? Roberto Carlos. Ce n'était pas Franklin, c'était bien Roberto Carlos. On durcit un petit peu plus, trop facile. Merci Polo. Avant ce Avec match, la carapace. avant ce match, combien de fois Français et Brésiliens s'étaient croisés en Coupe du Monde? Ouh. Ah bah il faut qu'on durcisse un peu, les deux premières étaient... Je rappelle que vous êtes à 2 sur le 5 à la suite. Égalité. J'en ai deux. mais- Je pense que tu l'as, ouais. Ah ouais? Ça, je l'ai pas. 3 fois. Oui, bravo. 58, Thomas, 86, bon. 98. Bravo. Il passe l'avait au aussi. quart C'est pour ça droit, que vous moi, je reconnais, j'aime avez- un bien. petit peu plus dur. Qui sont les 3 joueurs français à être rentrés dans ce match? Oh putain. Ah ouais, la question c'est est-ce que vous vous en souvenez? T'es un bien bâtard parce qu'on était presque à 5. Là t'arrives à 4. Alors attends, c'est Ouais, normal que ça France-Brésil. dure six. France-Brésil. France-Brésil. Je te donne un indice Qui est parce que c'est capable pas de facile. Il y a rentrer dans ces 23 matchs-là joueurs, c'est que des attaquants. Bah ouais, mais t'inquiète pas. que des Sylvain attaquants. Viltord. Oui. David Trezeguet. Non. Ah bon. Allez, Les attaquants. Non, Malouda il jouait. Ouais, Maloda. Louis ça. Ribé. Et il y avait Ribéry, Ribéry jouait, il Ribéry jouait. jouait. Déjà c'était Go. En fait, j'ai les Govou. titulaires, mais C'était j'ai pas les Et remplaçants. Govou, il a joué Il a joué France-Brésil. France-Brésil, c'est incroyable. T'as David Trezeguet, je suis Les dégoûté. amis, on avance, franchement. on avance Ah, assez vite. Quel était le point commun entre Raymond Domenech et Carlos Alberto Pereira avant ce match? Je vais vous donner la Ils sont réponse. tous les deux sélectionneurs. Non, Tous les il y deux avait jouer point dans un commun. club, dans un même club. Non, ils avaient un autre point Ils commun. avaient le même âge. J'ai envie de dire un Non. truc, mais j'ai peur. Moi aussi. Moi aussi. Ils ont une histoire avec Estelle Denis. Non, non. mais tu brûles. Ils ont tous les deux demandé leur femme à la Non, mais suite d'un tu peux. échec. C'est un rap. Leur femme a refusé de se marier. Non. Leur femme est présentatrice. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, les gars. Ils ont une femme. Non. On l'a pas. Ils ont la même femme. Ils étaient très contestés dans leur pays. Quelle note a été donnée à Zinedine Zidane dans l'équipe à l'issue de cette 10. rencontre? Non. 10. Ah, je te suis. Tu valides ou pas? Il est bon. 10? On te Allez, Joseph. Oui, 10. 10, c'était 9, dommage. Vrai ou faux, le Lyonnais Juninho était titulaire Oui, dans ce match? oui. C'est vrai, il est sorti à vrai. 63e, On s'en souvient. remplacé par Adriano. Tout à fait. Étrange. Où a eu offensif. lieu le match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de Wow. France de Coupe En du Monde Allemagne. 2010? En Allemagne. Ouais, vous avez pas la ville? à Munich. Francfort. Non. Francfort, allez, je te Je donne. l'ai vu, j'ai regardé pour Francfort, je te donne. Je l'ai vu la dernière Avant fois. ce je sais match, pas comme un pourquoi. présage, quel joueur mythique dira et demandera à Zinedine Zidane: Zizou, montre-leur aux jeunes que ce ne sont pas les jambes qui doivent aller vite, mais le ballon. Un présage. Ah, je l'ai lu. Ça, c'est ce qu'il faut dire à Et je Neymar vous l'ai aussi. beaucoup dit dans la classe foot, ce truc-là. Ouais. Un présage.
Pourquoi tu dis un présage? Parce qu'en Un fait, il le présage. dit à Zidane avant le match, il dit explique-leur aux jeunes que c'est pas les jambes qui doivent aller vite, mais le ballon. Je sais pas, non. Et il sort ce match, c'était C'est un Pelé. Français qui a dit ça Pelé C'était Pelé, ouais, tout à fait. J'ai hésité Et entre Pelé et La Maradona dernière ou question, alors qu'ont l'arcade. fait les Bleus en rentrant à l'hôtel le soir de ce quart de finale? Vous la connaissez, Ils ont l'histoire. bu. Bah, moi, je me souviens de Ils ont bu, d'Adil oui. Rami, mais Ils ont bu, oui, mais c'est devenu un truc mythique et c'est d'ailleurs Raymond Domenech n'était pas invité à ce type d'événement, ce qui a laissé penser que c'était Zidane qui faisait la sélection à ce moment-là, puisque c'était le chef de cet événement. ils ont fait une partouze. Enfermé Domenech dans un. Exactement. Ah, moi, je crois que c'était une partouze, mais ok. Allez, Une partouze. tu sais quoi Allez, ah ouais, vous 98, êtes, quoi. vous êtes à deux, il nous reste 6 minutes très On a que précisément. 3 premières questions. Hein, mais non, mais après ça s'annule quand t'as une réponse négative, tu vois. Problème du 5 à la suite. Chloé Heureusement qu'on n'est pas arrivé à 5 sur Domenech, cela étant. Deux, c'était des barbecues. Des barbecues. Ils faisaient des barbecues à l'hôtel, dans une espèce d'hôtel complètement fermé. Bref, on s'en fiche, c'est passé. Allez. Frères et sœurs. Frère et Ouais, sœur. pas mal, pas mal. Bon choix. C'est le meilleur choix qu'il y avait à faire aujourd'hui. Il a l'air dur comme ça, ce truc, mais c'était le meilleur choix. Va-t-il trouver sa feuille? Ouais, C'est ça la question. pour le problème. Non, Manu, ne fais pas Je passe à la tablette. C'est bien. J'y suis. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Êtes-vous capable de me citer 3 familles en France comptant des frères, joueurs, actuels ou anciens, professionnels de foot? 3, il m'en faut. Dalmat, Oui, je l'ai pas noté, mais ça marche. Boli Oui, et Thuram. Frères Les 2 frères Thuram. Ah, Ouais, c'est vrai, ouais. Sinon, il y avait Ah ouais, ouais, il y avait les Chérou, Tu m'as les mystifié. Chérou, ouais. Tu m'as mystifié, Chérou. bravo. Êtes-vous capable Bien, ouais. maintenant de me citer des frères, 3 frères encore une fois, ayant été professionnels à l'international? Avant, aujourd'hui ou même avant. Qu'est-ce que t'appelles l'international? Ils ont joué pour À l'équipe de quand France? je dis à l'international, c'est que c'est pas des Français, quoi. C'est des mecs, Ah. voilà. Bon, les frères. Frère Hazard déjà. Les frères Hazard, bien. ça marche. C'est pas français? Le latéral de City, les 2 latéraux. Neville, les frères Neville. Oui, bien sûr. C'est pas City par contre. Hein. United, ouais. United. Elle est pas belle celle-là. Ouais, bah, United, ouais. Et un troisième? Vous en avez plein, en fait. Ouais. On a plein, nous. Il y en a plus à l'international qu'en France, en vrai, des marquants. Des frères qui ont été internationaux, Vous tous en avez les deux un dernier? Il y en a Non, 5, mais qui ont été bons, qui ont joué. Ouais, qu'on joue à très haut niveau, Ah, ok, il y en a ok. plein. On a parlé du Barça, il y en a eu. Les frères, on a parlé de... L'Audrup. Ouais. Voilà, exactement, ça marche, Brian les frères McHale. Ledru, bien sûr, fonctionnellement. De Bourg, bien sûr. De Bourg aussi. 2 frères qui ont marqué l'histoire du tennis en double. Les frères Bayern. Oui, Ah bien ouais, vu, bien 16 sûr, titres c'est vrai. en Grand Chelem. Bien sûr. 2 frères qui occupaient le même poste au rugby et ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du 15 de France dans les années 60. Ah, c'est les C'est frères. C'est tes années, ça. Ça finit en haut, un truc comme ça, non Pas tout à fait. Mais je sais que tu l'as sur le... Ça te brûle la langue. Et c'est frustrant. Rien à voir. C'est pas Canberra Bio. Avance. Non, j'ai pas. Allez, on passe. C'était quoi C'était Spanghero. Panguero, non Non, Non, c'était pas Spanghero, non, c'était les Spanghero, frères c'est cousin. Boniface. Ah, le frère Boniface, bien sûr. J'habite à Mont-de-Marsan. C'est raccord. Boniface, c'est Mont-de-Marsan. C'est pour ces réactions-là qu'on a eu Ouais, cette Hugo question-là. Boniface, le 2 stade. frères titrés en NBA, vous pouvez voir faire la cerise. Oh, c'est pas si cadeau que ça, attends. Oh bah si. 2 frères. Ou alors je me suis trompé les gars, vous mettez un doute. Ah, mais c'est un homonyme peut-être. Non, ah bah non. Bah non les gars, pas vous. Ah ouais, non, je l'ai. Les frères Gasol. Bah oui, Ah oui, putain. putain, mais il y a un doute. On te comprend. Une fratrie de champions olympiques français. Guéno. Ah ouais, putain, ça Guéno, marche. ouais, J'avais pas ça, pensé bien à joué. eux, je pensais à Laure et Florent Malodou. Mais ça marche. Bien Ils joué. sont 3 frères titulaires chez les All Blacks en rugby. Ah, putain, ça j'ai Tu les as? Ouais. Ah, il fallait que je mette un peu de difficulté, sinon ça fait le 5 à la suite direct. Vous Du étiez hasard, du hasard. Boden. Bah, du coup, de Boden quoi Boden Barrett, oui, les frères Boden Barrett, c'est ça que je voulais Ah dire. bah il l'a. Attends, Oui, les ça, Boden, Barrett. il dit, monsieur, Non, mais oui, non, mais en plus, je pensais vraiment à eux. Les Bodins, les Bodins. 2 frères, et attention, ça peut être décisif pour passer à 4. 2 frères qui se sont rencontrés en finale de conférence NBA, ouais, vous l'avez. De conférence. Attends, ça va être de finale de conférence. Ouais, de finale de conférence. Des frères. Ouais. Moi, j'ai peut-être un blague. Alors attends, mais- c'est peut-être moi, encore une fois, vous mettez un Non, doute non, sur les. Je vais arrêter les questions pas NBA, vous grave. mettez un sacré doute, les gars. hein. Demande à Tom la prochaine fois. De conf, je sais pas. En Est, Ouest, on a C'était l'année dernière. Wilkins. Les Wilkins. Non, c'était l'année Il n'a dernière. pas la géographie. C'était Non, quand j'ai pas du tout la géographie C'était américaine, Est-Ouest franchement, l'année dernière. je sais pas. Vous passez Ouais. Ça se trouve, elle était fausse, Stephen et Seth Curry. Stephen, il est pas- Stephen Curry Non, et c'est pas Yes. possible. il est pas en finale de conférence. Ah, d'accord. ils sont pas- C'est pas grave. Non, non, ils sont pas Bon, bah, rentrés l'année on dernière en l'annule. plus. On la remplace. 2 frères vainqueurs en Grand Prix de Formule 1. 2 frères. Vainqueurs en Grand Prix de Schumacher. Formule 1. Les frères Ouais. Schumacher. Ah oui, Ralph. Michael. Raph, il a gagné. oublié, c'est Ralph. ça, quand même. Et pour terminer, 2 frères qui ont participé au Tour de France.
Les frères Schleck. Eh oui, forcément. Je pensais que t'allais me dire les frères Chavanel pour le style. Les frères Jalabert, il y en avait d'autres. Les frères Feuillu. La suite, mais on termine, les amis, très rapidement. Il nous reste 2 secondes. C'est bien, je l'ai ici, c'est parfait. On termine avec le qui suis-je. J'ai non seulement marqué l'histoire de mon sport, mais je possède l'un des plus beaux palmarès du sport français avec 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe et 26 records du monde. Récompensé de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, je suis aujourd'hui président de la Fédération française de ma discipline. Celle-ci est d'ailleurs très peu connue, mais mes performances lui ont donné de la lumière. Oh putain, il est fou. Ouais, c'est toujours le même. Putain, vas-y, ça me casse les couilles. T'es balèze. JP. Alors, c'était pas Jean-Patrice, mais je te l'accorde. Jean-François. C'est Patrice. Patrice Martin. Mais c'est son deuxième prénom. Parce que Jean-François Martin, c'est l'entraîneur du centre de formation de Cholet. Eh ben, écoutez, les gars, bravo. Salut Martin. Le ski nautique, bien sûr. Je pensais que ça durait un petit peu plus longtemps que ça. Je pensais à Antoine Albo, le mec de la planche à voile. Dans le speech, je me suis dit que j'allais donner la réponse. Il est insolent, c'est ça qu'on aime. Merci les gars, merci beaucoup. Joseph, on rappelle, merci, rendez-vous. Et encore, il y en a plein de thèmes qu'on va faire, le Jokari notamment, on a hâte de le faire. Joseph, rappelle-nous, le petit bureau, c'est quand à retrouver en replay là tout de suite? Demain matin sur YouTube, sur First Team Sport, débrief de France-Argentine. Ce soir, il y a la libre antenne NBA. 22h avec Nicolas Batum. 22h avec Nicolas Batum. Génial, les gens peuvent appeler. Bien sûr, il lui poser des questions. Il poser plein de questions. Bien évidemment. Les pistonnés aussi, bien sûr, sur la First Team Sport, c'est sorti ce matin. Et puis, d'autres rendez-vous, Polo? Bah écoute, moi là, il reste plus que le vélo, mais on va attendre quelques semaines encore. L'entraînement demain soir. J'ai entraînement demain soir à Jules Gued et Céline Mouino. Allez l'encourager, soyez derrière lui, évidemment. Merci les amis, tout de suite le régal. Bonne semaine sur le stream, régalez-vous les copains.